Sur le trottoir mouillé, une fille tente de réparer un vélo endommagé avec du fil de fer et du courage. Loin de là, un homme influent l'observe en silence, impressionné par sa détermination improbable. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Par un après-midi gris dans le quartier de Belleville à Paris, sous une pluie persistante qui transformait les rues pavées en rivières miniatures, une jeune fille marchait le long du trottoir en poussant une bicyclette visiblement endommagée. Ses vêtements collés à son corps mince, sa capuche déchirée et son visage pâle révélaient plus qu'un simple inconfort physique. Il y avait dans sa posture une trace de solitude mêlée à une détermination remarquable. La bicyclette n'était pas la sienne. Elle appartenait à un garçon du quartier, un peu plus âgé qu'elle, qui avait subi un petit accident en essayant d'apprendre à pédaler seul sur les pentes abruptes de Belleville, ce quartier populaire de l'Est parisien où se côtoyaient immeubles haussmanniens délabrés et boutiques branchées. La jeune fille s'appelait Manon Leroy. À seulement 12 ans, elle possédait déjà cette intelligence pratique qui ne s'apprend pas dans les livres. Élevée par sa grand-mère, Madeleine, dans un petit appartement au 6e étage sans ascenseur, Manon avait appris très tôt à se débrouiller avec les moyens du bord. Sa grand-mère travaillait comme femme de ménage dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien, partant tôt le matin et rentrant souvent tard le soir, épuisée mais digne. Ce jour-là, en rentrant de l'école sous la pluie battante, Manon avait aperçu Théo Valentin, le fils de l'une des familles les plus aisées du quartier, assis sur le bord du trottoir contemplant sa bicyclette de course flambant neuve, désormais tordue et inutilisable. Quelques passants pressés l'ignoraient, trop occupés à se protéger de l'averse qui redoublait d'intensité. « Ça va ?» demanda simplement Manon en s'approchant du garçon. Théo leva les yeux, surpris. Il reconnut vaguement cette fille qu'il croisait parfois dans les rues du quartier, sans jamais lui avoir adressé la parole. Les Valentins faisaient en partie de ces familles qui avaient acheté dans Belleville avant la gentrification, voyant le potentiel de ce quartier populaire qui commençait à attirer les artistes et les bobos parisiens. « La roue est complètement voilée », répondit-il en désignant la roue avant qui formait un 8 parfait. « Et le guidon est tordu. » Manon s'accroupit à côté de la bicyclette trempée, l'examina attentivement et commença à tâter différentes parties du cadre en aluminium. Ses doigts fins suivaient les contours du métal comme ceux d'un médecin cherchant une fracture. « Je peux peut-être la réparer, dit-elle simplement. Pas aujourd'hui, mais petit à petit. » Théo la regarda avec un mélange de surprise et d'incrédulité. « Tu sais réparer les vélos ?»« J'ai appris en regardant. Il y a un vieil homme rue de Tourtille qui répare tout ce qu'on lui apporte. Je l'observe depuis des mois par la vitrine de son atelier. Ce que Manon ne dit pas, c'est qu'elle avait déjà réparé la vieille machine à laver de sa grand-mère, un radiateur récalcitrant et plusieurs jouets cassés des enfants du voisinage. Pour elle, comprendre le fonctionnement des objets était une forme d'évasion, une façon d'avoir un peu de contrôle dans un monde qui semblait souvent indifférent à son existence. « Mon père va me tuer », murmura Théo, plus pour lui-même que pour Manon. C'était un cadeau pour mon anniversaire. Je n'aurais pas dû essayer cette descente. Ce que Théo ignorait, c'est que son père, Nicolas Valentin, avait tout vu. Installé dans sa Mercedes garée quelques mètres plus loin, il observait la scène avec une attention particulière. Il avait quitté son bureau plus tôt que prévu pour aller chercher son fils comme il l'avait promis à sa femme, Élodie. Une promesse rare pour cet homme d'affaires influent, fondateur de Valentin Technologies, une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques qui employait plus de 300 personnes. Nicolas avait assisté impuissant à la chute de son fils, s'apprêtant à sortir de sa voiture pour lui venir en aide quand il avait vu cette jeune fille s'approcher. Quelque chose dans sa démarche, dans sa façon d'évaluer la situation, l'avait intrigué. Il était resté là, observant cette interaction improbable entre son fils, héritier d'une fortune considérable, et cet enfant visiblement issu d'un milieu modeste. « Je vais t'aider à la ramener chez toi », proposa Manon en se relevant. « On pourra la mettre à l'abri et je reviendrai demain après l'école pour commencer les réparations. » Théo hésita. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de gentillesse désintéressée. Dans son monde, les relations étaient souvent teintées d'intérêt ou de compétition. Ses amis de l'école privée qu'il fréquentait étaient surtout impressionnés par sa maison, ses jeux vidéo dernier cri et les voyages exotiques
qu'il racontait au retour des vacances. « Pourquoi tu ferais ça ?» demanda-t-il finalement. Manon haussa les épaules. « Pourquoi pas? J'aime bien réparer les choses. » Elle ne dit pas que sa propre bicyclette, trouvée dans une benne à ordures et patiemment restaurée, avait été volée l'année précédente, la privant de son moyen de transport préféré. Elle ne dit pas non plus que chaque objet qu'elle réparait lui donnait un sentiment d'accomplissement que rien d'autre ne lui procurait. Dans sa voiture, Nicolas Valentin continuait d'observer. Il était expert en analyse comportementale, capable de déceler les motivations cachées derrière chaque décision d'affaires. Pourtant, le geste simple de cet enfant le déconcertait. Il n'y voyait aucun calcul, aucune arrière-pensée. Juste une spontanéité qui lui semblait presque d'un autre temps. Théo accepta finalement l'aide de Manon. Ensemble, ils commencèrent à pousser la bicyclette endommagée vers la rue voisine, où se trouvait l'imposant immeuble haussmannien que les Valentins avaient entièrement rénové. Nicolas attendit qu'ils aient pris de l'avance avant de démarrer discrètement sa voiture pour les suivre à distance. Pour la première fois depuis longtemps, son fils semblait engagé dans une conversation qui n'impliquait ni plainte ni demande matérielle. Il parlait avec animation à cet inconnu, gesticulant pour décrire sa chute spectaculaire. En arrivant devant l'immeuble des Valentins, Manon resta sur le trottoir pendant que Théo entrait le code de la porte cochère. Nicolas gara sa voiture, un peu plus loin, ne souhaitant pas interrompre ce moment. Il vit son fils inviter la jeune fille à entrer dans la cour intérieure où ils mirent la bicyclette à l'abri sous un petit auvent. « Je reviendrai demain », dit Manon en reculant déjà, vers la sortie, visiblement intimidé par le luxe discret mais omniprésent des lieux. « Attends », dit Théo en fouillant dans ses poches. « Je devrais te payer ou quelque chose comme ça. » Le visage de Manon se ferma instantanément. « Je ne fais pas ça pour de l'argent. » Elle tourna les talons et sortit rapidement, laissant Théo confus et un peu honteux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Manon avait ses propres raisons d'être fière. Sa grand-mère lui avait toujours dit que la dignité n'avait pas de prix, surtout quand on n'avait pas grand-chose d'autre. Nicolas, qui s'était approché discrètement, avait entendu l'échange. Il regarda la silhouette mince de Manon disparaître au coin de la rue, son uniforme d'école trempé collant à son corps frêle. Quelque chose dans cette scène réveilla en lui un souvenir enfoui, celui d'un autre enfant, des décennies plus tôt, qui avait dû se battre pour chaque opportunité. « Papa !» s'exclama Théo en apercevant son père. « Tu étais là? Tu as vu ce qui s'est passé ?» Nicolas hocha la tête, posant une main sur l'épaule de son fils. « J'ai tout vu. Qui est cette fille ?»« Elle s'appelle Manon, je crois. Elle va au collège. Public du quartier. Elle a dit qu'elle pouvait réparer mon vélo. » Nicolas observa la bicyclette endommagée. Il aurait été plus simple d'en acheter une nouvelle ou de l'emmener dans la meilleure boutique de cycles de Paris. Mais quelque chose le retint de proposer cette solution. « Tu crois qu'elle y arrivera ?» demanda-t-il à son fils. Théo haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. » Ce soir-là, dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère, Manon ouvrit son carnet de croquis et commença à dessiner la bicyclette de Théo, notant les pièces qui auraient mal besoin d'être redressées, ajustées ou remplacées. Elle n'avait pas beaucoup d'outils, juste quelques clés et tournevis récupérés çà et là, mais elle avait la patience et l'ingéniosité. Sa grand-mère, Madeleine, l'observait en silence depuis la petite cuisine où elle préparait une soupe de légumes. « Un nouveau projet ?» demanda-t-elle finalement. Manon hocha la tête sans lever les yeux de son carnet. « Un vélo de course. Le garçon a fait une chute dans la descente de Belleville. Rien de grave, mais le vélo a souffert. » Madeleine sourit doucement. À 68 ans, elle avait le visage marqué par les épreuves mais les yeux toujours vifs. Elle avait élevé Manon depuis que sa fille unique, Lucie, était partie travailler à l'étranger 6 ans auparavant. Les cartes postales et les appels étaient devenus de plus en plus rares, jusqu'à cesser complètement 2 ans plus tôt. « Tu es comme ton grand-père, dit-elle en remuant la soupe. Il pouvait réparer n'importe quoi avec presque rien. » Manon sourit à cette comparaison. Elle n'avait que de vagues souvenirs de son grand-père, mais les histoires que sa grand-mère racontait sur lui étaient parmi ses préférées. De l'autre, côté de Belleville, dans l'appartement luxueux des Valentins, Théo racontait sa journée à sa mère, Élodie, une architecte d'intérieur reconnue qui avait mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son fils. Nicolas,
inhabituellement silencieux, écoutait tout en consultant distraitement ses emails sur son téléphone. « Et cette fille, Manon, elle a dit qu'elle pouvait réparer ton vélo ?» demanda Élodie, surprise. « C'est très gentil de sa part. »« Oui, elle avait l'air de savoir ce qu'elle faisait, » confirma Théo. « Elle a dit qu'elle reviendrait demain. » Nicolas leva enfin les yeux de son écran. « Je voudrais en savoir plus sur cette famille, » dit-il d'un ton qui ne tolérait pas de discussion. « Je vais demander à Laurent de se renseigner discrètement. » Laurent Mercier était le responsable de la sécurité de Valentin Technologies, un ancien policier reconverti dans le privé qui gérait aussi les affaires personnelles de la famille. « Nicolas, » soupira Élodie, « c'est juste une enfant qui veut t'aider, pas besoin d'une enquête. » Mais Nicolas avait déjà pris sa décision. Il y avait quelque chose chez cette fille, une étincelle qu'il reconnaissait pour l'avoir vue des années auparavant dans les yeux d'un jeune homme ambitieux qui fixait son reflet dans le miroir. Cette nuit-là, Manon s'endormit en pensant à la bicyclette de Théo, imaginant déjà comment elle pourrait redresser la roue avec les moyens limités dont elle disposait. Elle ne savait pas que de l'autre côté du quartier, un homme puissant s'intéressait à elle, ni que sa vie allait bientôt prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans le noir de sa chambre, bercée par les bruits familiers, de Belleville qui lui parvenaient à travers la fenêtre mal isolée, Manon sourit. Demain, elle aurait un nouveau défi à relever, une nouvelle machine à comprendre et à dompter. C'était tout ce qui comptait pour l'instant. Le lendemain après-midi, fidèle à sa promesse, Manon se présenta devant l'imposant immeuble des Valentins. Elle avait dans son sac à dos usé quelques outils rudimentaires, une clé à molette, empruntée à un voisin bienveillant, un morceau de fil de fer récupéré sur une clôture abandonnée, et un petit kit de réparation pour chambre à air qu'elle avait trouvé dans une brocante pour quelques euros. Après avoir hésité un instant, elle appuya sur l'interphone. Une voix féminine lui répondit. « Bonjour, je suis Manon, pour la bicyclette de Théo, dit-elle, sa voix trahissant une légère nervosité. Quelques secondes plus tard, le bourdonnement de la porte lui indiqua qu'elle pouvait entrer. Dans la cour pavée, Théo l'attendait déjà, assis sur un banc, en pierre à côté de sa bicyclette endommagée. « Tu es vraiment revenu ?» dit-il avec un mélange de surprise et de soulagement. « J'ai dit que je le ferais », répondit simplement Manon en s'approchant de la bicyclette. Elle s'agenouilla près du vélo et commença à l'examiner méthodiquement, ses doigts suivant chaque tube du cadre, testant chaque articulation. Théo l'observait avec curiosité, impressionné par sa concentration et son assurance. « Comment tu as appris tout ça ?» demanda-t-il finalement. Manon haussa les épaules sans interrompre son inspection. « J'observe, j'essaie, je me trompe, et puis j'apprends. Ma grand-mère dit que j'ai ça dans le sang. » Ce qu'elle ne mentionna pas, c'est que cette capacité était née de la nécessité. Quand le réfrigérateur tombait en panne ou que la plomberie faisait des siennes, ils n'avaient pas les moyens d'appeler un professionnel. C'était réparer ou se passer, un choix qui n'en était pas vraiment un. « Je peux t'aider ?» proposa Théo, surprenant Manon qui leva les yeux vers lui. Elle hésita un instant. « Tu peux tenir la roue pendant que je vérifie si l'axe est tordu. » Théo s'accroupit à côté d'elle, suivant ses instructions avec une application qui contrastait avec son attitude habituellement désinvolte. Pour la première fois, il se sentait utile, impliqué dans quelque chose de concret qui ne concernait pas les derniers jeux vidéo ou les marques à la mode. Ce qu'ils ignoraient tous les deux, c'est que cette scène était observée depuis la fenêtre du premier étage par Nicolas Valentin. Il avait délibérément modifié son emploi du temps pour être présent, prétextant un appel important à passer depuis son domicile. En réalité, il voulait voir de ses propres yeux cette jeune fille à l'œuvre. À ses côtés, son épouse, Élodie, observait également la scène avec un mélange de curiosité et d'attendrissement. « Regarde-le » murmura-t-elle. « Je ne l'ai jamais vu aussi concentré sur quelque chose qui n'implique pas un écran. » Nicolas acquiesça silencieusement. Il voyait son fils habituellement si distant et blasé s'animer au contact de cet inconnu. C'était comme si un interrupteur s'était enclenché, révélant une facette de Théo qu'il avait presque oubliée. « Laurent m'a envoyé les informations sur cette fille, » dit-il à voix basse. « Manon Leroy, 12 ans. Vit avec sa grand-mère, Madeleine Leroy, 68 ans, qui travaille comme femme de ménage. La mère a disparu du tableau il y a quelques années, partie travailler à l'étranger, apparemment. Pas de père connu. » Élodie lui lança un regard désapprobateur.
Je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire de l'enquêter sur elle. C'est toujours nécessaire de savoir à qui on a affaire, répondit Nicolas, ses yeux ne quittant pas la scène dans la cour, surtout quand il s'agit de Théo. Dans la cour, Manon avait commencé à démonter la roue avant. Ses mains travaillaient avec une précision étonnante pour son âge, dévissant, ajustant, testant chaque pièce. Le problème principal, c'est la jante, expliqua-t-elle à Théo. Elle est voilée, mais pas cassée. On peut la redresser progressivement. Elle sortit de son sac une petite clé à rayons qu'elle avait fabriquée elle-même à partir d'un vieux tournevis. Normalement, on utilise une clé spéciale, mais celle-ci fait l'affaire, dit-elle en commençant à ajuster la tension des rayons, métalliques qui reliaient le moyeu à la jante. Théo l'observait, fasciné. « Comment tu sais lequel serrer ou desserrer ?»« C'est une question d'équilibre, » répondit Manon, ses yeux fixés sur la roue qu'elle faisait tourner lentement. Si la jante tire d'un côté, il faut détendre les rayons de ce côté-là et tendre ceux du côté opposé. C'est comme un jeu de force. Elle travaillait méthodiquement, vérifiant régulièrement son progrès en faisant tourner la roue. Petit à petit, la déformation s'atténuait. À la fenêtre, Nicolas était impressionné. Cette enfant n'avait pas seulement de la bonne volonté, elle avait un véritable talent, une intelligence pratique que tous les diplômes du monde ne pouvaient garantir. « Elle est extraordinaire », murmura-t-il. Élodie sourit. « Tu es toujours à la recherche de génies à recruter, même chez les enfants ?» Nicolas ne répondit pas immédiatement. Son regard était fixé sur les mains de Manon, ses mains habiles qui transformaient ce qui semblait irréparable en quelque chose de fonctionnel à nouveau. « Non, » dit-il finalement. « Je pense à Théo, regarde-le. » En effet, leur fils était transformé. Lui qui d'habitude traînait son ennui comme un fardeau, semblait soudain animé d'une énergie nouvelle. Il écoutait attentivement les explications de Manon, posait des questions pertinentes, s'impliquait dans le processus de réparation. Dans la cour, le travail avançait bien. La roue était presque redressée, et Manon s'attaquait maintenant au guidon tordu. « On va avoir besoin d'un levier plus long pour ça, » dit-elle en évaluant le problème. « Tu as un tube métallique quelque part? Ou une barre solide ?» Théo réfléchit un instant. « Je crois qu'il y a des outils dans la cave. Je vais demander à Martin. » Martin était le concierge de l'immeuble, un homme discret et efficace qui veillait sur le bâtiment depuis plus de 20 ans. Pendant que Théo disparaissait à la recherche de Martin, Manon continua à travailler sur les parties qu'elle pouvait réparer avec ses outils. Elle vérifia les freins, ajusta les câbles, nettoya la chaîne avec un vieux chiffon qu'elle avait apporté. Nicolas décida qu'il était temps d'intervenir. Il quitta son poste d'observation et descendit dans la cour suivi par Élodie qui lui lança un regard d'avertissement silencieux. « Bonjour » dit-il, en s'approchant de Manon. La jeune fille sursauta légèrement, puis se releva en essuyant ses mains pleines de cambouis sur son jean déjà usé. « Bonjour, monsieur » répondit-elle poliment mais avec une certaine méfiance dans le regard. « Je suis Nicolas Valentin, le père de Théo » se présenta-t-il en lui tendant la main. Manon hésita un instant avant de serrer cette main tendue, consciente des traces noires qu'elle allait probablement y laisser. Nicolas ne sembla pas s'en soucier. « Manon Leroy, » dit-elle simplement. « Je vois que tu es en train de réparer la bicyclette de mon fils, » continua Nicolas, examinant le travail déjà accompli. « C'est impressionnant. » Manon haussa les épaules, mal à l'aise face à ce compliment. « Ce n'est pas si compliqué. Il faut juste être patient et comprendre comment les choses fonctionnent ensemble. » Cette phrase, prononcée avec la simplicité de l'enfance, frappa Nicolas comme une vérité profonde, qui s'appliquait à bien plus que la réparation d'une bicyclette. Élodie s'approcha à son tour, son sourire chaleureux contrastant avec l'intensité de son mari. « Tu dois avoir soif après tout ce travail, » dit-elle. « Je peux t'apporter quelque chose à boire, un jus de fruits peut-être ?» Avant que Manon puisse répondre, Théo revint, accompagné de Martin qui portait une boîte, haut-il bien garnie. « Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Théo, surpris de voir ses parents dans la cour. « Nous voulions juste rencontrer ton ami, » répondit Élodie avec un sourire, « et voir comment avançait la réparation. » Théo sembla légèrement embarrassé, comme si deux mondes qui n'auraient pas dû se rencontrer venaient soudain de collisionner. Martin posa la boîte à outils près de la bicyclette. « Voilà, mademoiselle, tout ce qu'il vous faut devrait être là-dedans. » Manon le remercia d'un signe de tête.
et s'accroupit immédiatement pour examiner le contenu de la boîte, oubliant momentanément la présence des adultes. Ses yeux brillaient devant cet arsenal d'outils professionnels, bien différent de ses instruments de fortune. Nicolas observait la scène avec un intérêt croissant. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont cet enfant se comportait, comme si elle possédait une sagesse bien au-delà de son âge. « Vous permettez que je reste pour observer ?» demanda-t-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Manon leva les yeux vers lui, perplexe. « Oui, bien sûr, monsieur. » Nicolas s'assit sur le banc en pierre, ignorant le regard étonné de son fils et le sourire amusé de sa femme. Il n'était pas du genre à s'intéresser aux activités des enfants, pas même à celles de son propre fils la plupart du temps. Ses journées étaient rythmées par les réunions, les appels, les décisions stratégiques qui affectaient que des centaines d'employés. Pourtant, il y avait quelque chose d'apaisant dans l'observation de ce processus simple et tangible. Manon avait trouvé dans la boîte à outils un tube métallique qu'elle utilisait maintenant comme levier pour redresser progressivement le guidon tordu. « Théo, tu peux tenir fermement le cadre pendant que je pousse ?» demanda-t-elle. Le garçon s'exécuta immédiatement, ses mains s'agrippant au cadre de la bicyclette. Ensemble, ils appliquèrent une pression constante jusqu'à ce que le guidon retrouve une position presque normale. « Parfait », dit Manon avec satisfaction. « Maintenant, on va vérifier que tout est bien aligné. » Elle procéda à divers tests, ajustant ici et là, serrant une vis, lubrifiant un mécanisme. Ses gestes étaient précis, économes, efficaces. Nicolas était impressionné, non seulement par ses compétences techniques, mais aussi par sa façon d'impliquer Théo dans le processus. Elle ne faisait pas simplement le travail devant lui. Elle l'invitait à participer, à comprendre, à apprendre. « Et voilà », dit finalement Manon, après presque 2 heures de travail. « Ce n'est pas parfait, mais c'est fonctionnel. Tu pourras rouler avec. » Elle se releva, essuyant son front d'un revers de main qui y laissa une trace noire. Théo contemplait sa bicyclette avec un mélange d'incrédulité et de joie. « On peut l'essayer ?» demanda-t-il avec enthousiasme. Manon acquiesça. « Bien sûr, mais doucement au début, et évite les descentes trop raides pour l'instant. » Théo enfourcha la bicyclette et commença à pédaler dans la cour, décrivant des cercles de plus en plus larges. Le sourire qui illuminait son visage valait tous les cadeaux coûteux que ses parents lui avaient offerts au fil des ans. Nicolas se leva et s'approcha de Manon qui rangeait soigneusement les outils dans la boîte. « C'est un travail remarquable, » dit-il sincèrement. « Combien te devons-nous » Le visage de Manon se ferma instantanément, comme la veille. « Rien du tout. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. » Nicolas était intrigué par cette réaction. Dans son monde, tout service avait un prix, toute compétence pouvait être monnayée. « Pourquoi l'as-tu fait alors » demanda-t-il avec une curiosité sincère. Manon sembla réfléchir à la question comme si elle ne se l'était jamais posée. « Parce que je le pouvais », répondit-elle finalement, « et parce que c'est triste de voir quelque chose de cassé quand on peut le réparer. » Cette réponse, dans sa simplicité désarmante, toucha Nicolas plus qu'il ne l'aurait admis. Il y avait dans ces mots une philosophie de vie qui contrastait fortement avec la culture du jetable et du remplaçable qu'il côtoyait quotidiennement. Élodie, qui était restée en retrait, s'avança à son tour. « Au moins, laisse-nous t'offrir le goûter. Théo a préparé des crêpes ce matin et il en reste plein. » Manon hésita, visiblement tiraillée entre son désir de rentrer chez elle et la tentation des crêpes. Son estomac trancha la question en émettant un gargouillement audible qui la fit rougir. « D'accord, » accepta-t-elle avec un petit sourire. « Mais je dois appeler ma grand-mère pour la prévenir. » Élodie lui tendit son propre téléphone portable. « Bien sûr, utilise mon téléphone. » Pendant que Manon appelait sa grand-mère, Théo continuait à tester sa bicyclette, visiblement ravi de la retrouver en état de marche. Nicolas l'observait avec un mélange de fierté et de mélancolie, réalisant à quel point il était rare de voir son fils aussi heureux, aussi pleinement présent dans l'instant. La conversation téléphonique fut brève. Manon rendit le téléphone à Élodie avec un merci poli. « Ma grand-mère dit que c'est d'accord, mais que je dois rentrer avant 18 heures. »« Parfait, » sourit Élodie. « Ça nous laisse le temps de goûter tranquillement. » Ils montèrent tous les 4 dans l'appartement des Valentins, situé au 1er étage.
Manon essaya de ne pas paraître impressionnée par le luxe discret qui l'entourait, les hauts plafonds ornés de moulures, les parquets anciens soigneusement restaurés, les œuvres d'art contemporains accrochées au mur. Mais ses yeux s'attardaient sur chaque détail, enregistrant tout avec la même attention qu'elle portait au mécanisme des objets qu'elle réparait. Dans la cuisine spacieuse et lumineuse, Élodie prépara un plateau de crêpes pendant que Théo sortait différentes garnitures du réfrigérateur, confiture, chocolat, sucre, citron. Manon s'assit timidement à l'îlot central, ne sachant pas trop quoi faire de ses mains sales. Nicolas remarqua son embarras et lui indiqua discrètement un petit lavabo dans un coin de la cuisine. « Tu peux te laver les mains ici, » dit-il gentiment. Pendant qu'elle se savonnait soigneusement les mains, enlevant les traces tenaces de cambouis, Nicolas observait son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Il y avait dans son regard une détermination calme, une assurance tranquille, qui contrastait avec son jeune âge. Le goûter se déroula dans une atmosphère étrangement détendue. Théo, habituellement si réservé en présence de ses parents, parlait avec animation, décrivant sa chute à vélo avec force détail et mimique. Manon souriait, ajoutant parfois une précision technique sur les dégâts occasionnés à la bicyclette. Élodie et Nicolas échangèrent des regards, à la fois surpris et ravis de cette nouvelle dynamique. Leur fils semblait transformé, comme si la présence de cet enfant aux jeans usés et aux ongles cassés avait réveillé en lui une étincelle longtemps étouffée. « Et ta grand-mère, elle travaille aujourd'hui ?» demanda Élodie à Manon, cherchant à en savoir plus sur sa situation. « Familiale. »« Oui, elle fait le ménage chez les Fournier jusqu'à 18 heures, » répondit Manon en mordant dans une crêpe au chocolat. « C'est pour ça que je dois rentrer avant elle, pour préparer le dîner. »« Tu cuisines ?» s'étonna Théo. Manon haussa les épaules. « Des choses simples. Ma grand-mère m'a appris. Elle est fatiguée quand elle rentre du travail. » Cette réponse jeta un froid momentané sur la tablée. La réalité de la vie de Manon venait de faire irruption dans ce cocon de privilèges, rappelant à chacun les disparités qui existaient à quelques rues de distance. Nicolas rompit le silence. « Les Fournier ? Bernard et Hélène Fournier ?» Manon hocha la tête, surprise. « Vous les connaissez ?»« Bernard est un associé, » expliqua Nicolas. « Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs projets. Ce qu'il ne dit pas, c'est que les Fournier faisaient partie de ce cercle fermé de familles privilégiées qui constituait son environnement social habituel. L'idée que la grand-mère de cet enfant remarquable nettoyait leur sol et faisait leur lessive créait en lui un sentiment étrange, un mélange d'inconfort et de fascination. Le reste du goûter se déroula paisiblement. Manon se détendit progressivement, répondant aux questions d'Élodie sur ses goûts, ses activités et son école. Elle mentionna son intérêt pour la mécanique, pour comprendre comment les choses fonctionnaient. « J'aimerais devenir ingénieur un jour », confia-t-elle timidement, ou inventrice, créer des choses utiles. Nicolas échangea un regard avec sa femme. Ce n'était pas un rêve irréaliste. Cet enfant avait manifestement un don, une intelligence particulière qui méritait d'être développée. À 17h30, Manon regarda l'horloge murale et se leva. « Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour les crêpes. »« Je vais te raccompagner, » proposa Théo, surprenant ses parents. « Ce n'est pas nécessaire, » protesta Manon. « Je connais le chemin. » Mais Théo insista, et ils partirent ensemble, le garçon poussant sa bicyclette nouvellement réparée à côté de son ami. Les jours suivants virent naître une amitié improbable entre Manon et Théo. Chaque après-midi, après l'école, ils se retrouvaient soit dans la cour de l'immeuble des Valentins, soit au petit square de Belleville. Théo apprenait à connaître son quartier sous un angle nouveau, découvrant des rues et des recoins qu'il n'avait jamais explorés malgré les années passées à y vivre. Manon, de son côté, s'ouvrait progressivement, partageant avec lui ses connaissances sur la mécanique, lui montrant comment identifier un problème, comment trouver des solutions, avec les moyens du bord. Pour la première fois de sa vie, Théo se sentait véritablement utile, capable de créer et de réparer plutôt que de simplement consommer. Ce qui avait commencé comme une simple réparation de bicyclette prenait désormais l'allure d'un phénomène local. Le bouche-à-oreille fonctionnait à plein régime dans ce quartier où tout se savait. Bientôt, d'autres enfants commencèrent à approcher timidement Manon avec leurs objets cassés, un skateboard aux roues bloquées, une trottinette au guidon branlant, un drone aux hélices tordues. Un après-midi, particulièrement ensoleillé de mai,
Manon et Théo étaient assis sur un banc du square, entourés de 3 autres enfants qui les observaient réparer un petit haut-parleur Bluetooth défectueux. Le problème vient probablement d'un faux contact, expliquait Manon en ouvrant délicatement le boîtier avec un petit tournevis. Les vibrations ont dû déplacer un fil. Théo hochait la tête, concentré, tenant une petite lampe de poche pour éclairer l'intérieur de l'appareil. Autour d'eux, Lucas, Emma et Sofiane observaient avec fascination, comme des apprentis devant un maître artisan. « Comment tu sais tout ça ?» demanda Sofiane, un garçon de 13 ans au visage constellé de taches de rousseur. « Tu as appris ? Où ?» Manon haussa les épaules sans lever les yeux de son travail. « Je regarde des vidéos sur les ordinateurs de la bibliothèque municipale. Et j'observe beaucoup. Chaque fois que quelque chose est cassé, j'essaie de comprendre pourquoi avant de le réparer. Et moi, j'apprends avec elle, ajouta fièrement Théo qui se sentait désormais partie intégrante de cette petite entreprise informelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à quelques mètres de là, assis sur un autre banc avec un journal déplié devant lui, Laurent Mercier les observait. Le responsable de la sécurité de Valentin Technologies suivait discrètement les activités de son patron depuis 2 semaines, prenant des notes, photographiant occasionnellement les interactions avec son téléphone. Nicolas Valentin avait été clair. Il voulait tout savoir sur Manon Leroy et sur cette dynamique qui s'installait entre les enfants du quartier. Pas de façon intrusive ou menaçante, avait-il précisé, juste une observation bienveillante. Laurent avait suffisamment d'expérience pour lire entre les lignes. Son patron avait quelque chose en tête, un projet qui dépassait la simple curiosité. « Voilà, ça devrait marcher maintenant », dit Manon en refermant soigneusement le boîtier du haut-parleur. Sofiane le récupéra avec précaution et appuya sur le bouton d'alimentation. Une musique s'éleva, claire et sans distorsion, provoquant des sourires sur tous les visages. « C'est génial !» s'exclama le garçon. « Ma mère voulait le jeter et en acheter un nouveau. » « Quel gâchis ça aurait été, commenta Manon. Il suffisait juste de ressolider 2 connexions. « Combien je te dois ?» demanda Sofiane en fouillant dans sa poche. Manon secoua la tête. « Rien du tout, mais si tu veux, tu peux nous aider la prochaine fois qu'on répare quelque chose. C'est toujours utile d'avoir une paire de mains supplémentaires. » Cette réponse sembla surprendre et ravir le garçon. « Vraiment, je peux faire partie de votre groupe ?» Théo et Manon échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais pensé à ce qu'ils faisaient comme à un groupe organisé, mais l'idée était séduisante. « Bien sûr, répondit Théo, plus on est nombreux, plus on peut réparer de choses. » Emma, une fillette de 10 ans aux longues tresses, se pencha en avant. « Moi aussi je peux aider. Mon père est électricien et il m'a montré plein de trucs. Et moi, renchérit Lucas, le plus jeune de la bande avec ses 8 ans à peine, je suis petit, alors je peux atteindre les endroits difficiles. » Manon sourit, touchée par cet enthousiasme inattendu. « Bien sûr, vous pouvez tous aider. On pourrait même se retrouver régulièrement comme un club, le club des réparateurs, » proposa immédiatement Lucas, ses yeux brillants d'excitation. Le nom fut adopté à l'unanimité et une routine s'établit naturellement. 3 fois par semaine, après l'école, le petit groupe se retrouvait au square, chacun apportant des outils ou des pièces récupérées çà et là. Manon restait la référence technique, mais chaque membre trouvait progressivement sa place et sa spécialité. Laurent Mercier continuait sa surveillance discrète, rapportant chaque développement à Nicolas Valentin. Ce dernier écoutait ses comptes rendus avec un intérêt croissant, posant parfois des questions précises sur les méthodes employées par les enfants ou sur les objets qu'ils réparaient. Un soir, alors que Laurent lui présentait son rapport hebdomadaire dans son bureau de Valentin Technologies, Nicolas l'interrompit. « Qu'en pensez-vous, Laurent ? De façon personnelle, je veux dire. » La question prit le responsable de sécurité au dépourvu. Depuis quand Nicolas Valentin s'intéressait-il à son opinion personnelle ? « C'est inhabituel, monsieur, » répondit-il prudemment. « Ces enfants ont créé quelque chose d'unique. Ils apprennent, ils partagent, ils construisent. Dans un monde où tout est jetable, c'est presque révolutionnaire. » Nicolas hocha la tête, satisfait de cette réponse qui correspondait à sa propre perception. « Et mon fils, comment le trouvez-vous dans tout ça ?» Laurent hésita un instant. « Transformé, monsieur. Je l'observe depuis des années et je ne
L'ai jamais vu aussi investi dans quoi que ce soit. Il a une nouvelle présence, une assurance. Nicolas se leva et s'approcha de la grande baie vitrée qui dominait Paris. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit tombante, formant un océan de possibilités. J'ai pris une décision, Laurent. Je veux rencontrer la grand-mère de Manon, pas en tant que PDG de Valentin Technologies, juste en tant que père de Théo. Pouvez-vous arranger cela? De façon respectueuse, bien entendu. Laurent acquiesça. Je m'en occupe, monsieur. Pendant ce temps, dans le petit appartement des Leroy, Manon et sa grand-mère dînaient en silence. Madeleine observait sa petite-fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ces dernières semaines, Manon avait changé. Elle parlait davantage, souriait plus souvent, rentrait à la maison avec des histoires de réparation réussies et d'amitié nouvelles. « Ce Théo, dit finalement Madeleine, brisant le silence, c'est le fils des Valentins, n'est-ce pas? Ceux qui habitent le grand immeuble rénové ?» Manon hocha la tête, la bouche pleine de ratatouille. « Tu sais qui ils sont ?» continua sa grand-mère. « Nicolas Valentin est l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Paris. Son entreprise fabrique des logiciels que tout le monde utilise. » Manon avala sa bouchée. « Je sais, Théo me l'a dit, mais il est gentil avec moi, ses parents aussi. » Madeleine soupira, posant sa fourchette. « Je suis heureuse que tu te fasses des amis, ma chérie. Vraiment. Mais parfois les gens de milieux différents ne se mélangent pas facilement. Je ne voudrais pas que tu sois déçu. »« Pourquoi je serais déçu ?» demanda Manon, perplexe. « On répare des choses ensemble. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou la position sociale. » Sa grand-mère sourit tristement. À 12 ans, Manon avait parfois une sagesse qui dépassait celle de bien des adultes, mais elle restait une enfant, avec cette capacité merveilleuse à voir au-delà des barrières que la société érigeait entre les individus. « Tu as raison, ma puce, concéda Madeleine. Je suis juste une vieille femme inquiète. Ne fais pas attention à moi. » Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Madeleine se leva pour répondre, son visage exprimant la surprise au fil de la conversation. « Oui, bien sûr. Je comprends. Demain soir, je termine à 18h. 19h serait préférable. Très bien, merci. » Elle raccrocha et se tourna vers Manon, l'air préoccupé. « C'était qui ?» demanda la jeune fille. « C'était Monsieur Valentin, le père de Théo. Il souhaite me rencontrer demain soir. Pour discuter. » Manon fronça les sourcils. « Discuter de quoi ?» Il n'a pas précisé, juste qu'il aimerait me parler de toi et de Théo et de ce que vous faites ensemble. Un silence s'installa entre elles, chargé d'appréhension. Dans l'esprit de Madeleine, cette invitation ne présageait rien de bon. Peut-être que les Valentins trouvaient que leur fils passait trop de temps avec une enfant de conditions modestes. Peut-être voulaient-ils mettre fin à cette amitié. « Ne t'inquiète pas, mamie, » dit Manon en posant sa petite main sur celle ridée et tachée de sa grand-mère. « Tout ira bien. Monsieur Valentin est gentil. Il m'a regardé réparer le vélo de Théo et il avait l'air vraiment impressionné. » Madeleine sourit, touchée par la tentative de sa petite-fille de la rassurer, alors que c'était normalement son rôle à elle. « Nous verrons bien, » dit-elle simplement. Le lendemain, au square de Belleville, le club des réparateurs s'était agrandi. 2 nouveaux enfants avaient rejoint le groupe. Inès, une fillette de 11 ans passionnée de programmation, et Gabriel, 12 ans, dont le père tenait la quincaillerie du quartier. Ils étaient tous assis en cercle, discutant avec animation du projet du jour, réparer le drone de Gabriel tombé d'une hauteur considérable lors de son dernier vol. « Les hélices de sont fichues », expliquait Gabriel en montrant les pales tordues. « Mais mon père m'a donné ces tiges en plastique. On pourrait peut-être en fabriquer de nouvelles ?» Manon examinait attentivement le drone, tournant et retournant l'appareil entre ses mains. « Le problème n'est pas seulement les hélices, dit-elle après un moment. Le châssis est fissuré ici, et je crois que la carte mère a pris un coup. Il va falloir tout démonter pour voir l'étendue des dégâts. »« On peut le faire ?» demanda Théo, qui avait développé une véritable passion pour l'électronique ces dernières semaines. « Bien sûr, » sourit Manon, « c'est juste plus complexe que d'habitude. On va avoir besoin de tous les cerveaux du club sur ce coup-là. » Ils se mirent au travail, chacun prenant en charge un aspect de la réparation. Inès, avec ses connaissances en programmation, se pencha sur la partie logicielle. Gabriel et Lucas s'occupèrent de fabriquer de nouvelles hélices à partir des tiges en plastique. Théo et Sofiane entreprirent de réparer le châssis fissuré avec de la colle forte et des renforts métalliques. Emma et Manon se concentrèrent sur la partie électronique, vérifiant chaque connexion.
chaque soudure. Le travail était minutieux et complexe, nécessitant patience et précision. Pourtant, aucun des enfants ne semblait s'ennuyer ou se décourager. Il y avait dans leur application quelque chose de presque méditatif, une concentration totale sur la tâche à accomplir. De son poste d'observation, Laurent Mercier prenait des notes, impressionné par l'organisation spontanée qui s'était mise en place. Ces enfants fonctionnaient comme une équipe rodée, chacun apportant ses compétences et ses idées. Une femme s'arrêta près de lui, observant elle aussi le groupe d'enfants. « Qu'est-ce qu'ils font » demanda-t-elle avec curiosité. « Ils réparent un drone » répondit Laurent sans réfléchir. « Vraiment ? Des enfants ? C'est fascinant !» Laurent hocha la tête, réalisant soudain qu'il venait d'engager la conversation avec une inconnue alors, qu'il était censé rester discret. Mais l'enthousiasme qu'il ressentait face au spectacle de ces jeunes innovateurs l'avait fait baisser sa garde. La femme s'éloigna, mais bientôt d'autres adultes s'arrêtèrent pour observer le groupe. Parents, nounous, passants, tous semblaient intrigués par cette scène inhabituelle d'enfants absorbés dans une activité manuelle plutôt que rivés à des écrans. « C'est qui ces gamins ?» demanda un homme à la casquette usée à son voisin. « Le club des réparateurs », répondit une voix enfantine. Lucas s'était redressé, fier de pouvoir expliquer leur activité. « On répare des trucs cassés au lieu de les jeter. Manon nous apprend comment faire. » L'homme sourit. « C'est une bonne idée, ça. J'ai une vieille radio qui ne marche plus. Vous pensez que vous pourriez y jeter un œil ?» Avant que Lucas puisse répondre, Manon intervint, un peu méfiante. « On est juste des enfants, monsieur. On ne peut pas tout réparer. Mais on peut essayer, ajouta Théo avec enthousiasme. Apportez-la demain et on verra ce qu'on peut faire. » L'homme hocha la tête. « Je passerai, alors. » Laurent nota cet échange dans son carnet. C'était un développement intéressant. Les adultes du quartier commençaient à s'intéresser aux activités du club, à leur faire confiance. C'était exactement le genre d'information que Nicolas Valentin voulait. À la fin de l'après-midi, après 2 heures de travail acharné, le drone était prêt pour un vol d'essai. Les nouvelles hélices, taillées dans le plastique fourni par Gabriel, étaient un peu moins aérodynamiques que les originales, mais elles semblaient solides. Le châssis avait été renforcé et tous les circuits vérifiés. « Qui veut faire l'honneur » demanda Gabriel en tendant la télécommande. Les regards se tournèrent naturellement vers Manon, qui secoua la tête. « C'est ton drone, Gabriel. À toi de le tester. » Le garçon prit une profonde inspiration et activa les commandes. Le drone vibra, s'éleva de quelques centimètres, vacilla dangereusement, puis se stabilisa. Un cri de joie collectif s'éleva du groupe tandis que l'appareil prenait de l'altitude, planant au-dessus du square dans un vrombissement régulier. « Ça marche vraiment !» s'écria Gabriel, manœuvrant le drone avec précaution. Les enfants suivaient des yeux le vol de l'appareil, leur visage illuminé par un mélange de fierté et d'émerveillement. Ce n'était pas seulement un jouet qui volait au-dessus d'eux, c'était le fruit de leur travail commun, de leur intelligence collective. « C'est grâce à Manon », dit Théo, exprimant à voix haute ce que tous pensaient. Sans elle, on n'aurait jamais su par où commencer. Manon rougit sous le compliment. Ce n'est pas vrai, chacun a apporté quelque chose. Inès a reprogrammé la carte. Gabriel a fourni les matériaux. Emma a trouvé la fissure dans le circuit. « Mais c'est toi qui nous as montré comment travailler ensemble », insista Sofiane. « Avant, on ne se parlait même pas. Maintenant, on qu'est une équipe. » Ces mots résonnèrent profondément en Manon. Une équipe, une communauté. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu, hormis sa grand-mère. L'idée d'appartenir à un groupe, d'être appréciée pour ce qu'elle savait faire plutôt que jugée pour ce qu'elle n'avait pas, lui procurait une chaleur intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le drone continua son vol pendant plusieurs minutes, attirant l'attention de nombreux passants qui s'arrêtaient pour observer ce spectacle inhabituel. Certains prenaient même des photos ou des vidéos avec leur téléphone. Laurent Mercier sourit en voyant cela. Il savait que ces images allaient probablement se retrouver sur les réseaux sociaux, propageant encore plus largement la renommée du club des réparateurs. Nicolas Valentin serait très intéressé par ce développement. Finalement, Gabriel fit atterrir le drone en douceur au milieu de leur cercle, provoquant une nouvelle vague d'applaudissements. C'est officiel.
déclara-t-il solennellement. Le club des réparateurs peut tout réparer. Un murmure d'approbation parcourut le groupe, chacun se sentant investi d'une mission nouvelle, d'une responsabilité partagée. On devrait peut-être établir quelques règles, suggéra Inès toujours pragmatique. Si des adultes commencent à nous apporter des choses à réparer, on doit être organisé. Bonne idée, approuva Manon. Première règle, on n'accepte pas d'argent, on répare pour aider, pas pour gagner de l'argent. Deuxième règle, ajouta Théo, on n'essaie pas de réparer des choses dangereuses, pas d'appareils électriques. Branchés sur le secteur, pas de produits chimiques, rien qui pourrait nous blesser. Troisième règle, proposa Emma, on explique toujours ce qu'on fait. L'idée, c'est que tout le monde apprenne. Les règles furent adoptées à l'unanimité, et d'autres s'ajoutèrent rapidement à la liste. Manon observait avec émerveillement cette structuration spontanée, cette organisation qui émergeait naturellement de leur passion commune. Alors que le soleil commençait à décliner, le groupe se dispersa peu à peu, chacun rentrant chez soi, avec la promesse de se retrouver le lendemain. Théo et Manon restèrent un peu plus longtemps, rangeant les outils et les matériaux qui avaient été utilisés. « Mon père va rencontrer ta grand-mère ce soir », dit soudain Théo, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. Manon hocha la tête. « Je sais, elle est un peu inquiète. Pourquoi? Elle pense que tes parents ne veulent peut-être plus que tu passes du temps avec moi, qu'ils trouvent que je ne suis pas comme il faut. » Théo fronça les sourcils. « C'est ridicule. Mon père est impressionné par toi. Je l'ai entendu en parler à ma mère. Il dit que tu as un potentiel exceptionnel et une intelligence pratique. Rare. » Manon sourit timidement. « Vraiment? Il a dit ça? » »« Oui, et ce n'est pas le genre à faire des compliments facilement, crois-moi. » Ils continuèrent à ranger en silence, chacun perdu dans ses pensées. Théo se demandait ce que son père avait en tête. Ces dernières semaines, il l'avait vu changer, devenir plus présent, plus attentif. Il posait des questions sur le club des réparateurs, sur Manon, sur les projets en cours. Manon, de son côté, essayait d'imaginer la conversation qui allait avoir lieu entre sa grand-mère et Nicolas Valentin. Que pouvait bien vouloir cet homme puissant à une femme de ménage âgée et à sa petite-fille? Ce qu'aucun des deux enfants ne savait, c'est que cette rencontre allait marquer un tournant dans leur vie, déclenchant une série d'événements qui transformeraient non seulement leur amitié, mais tout le quartier de Belleville. Le café. Les Folies, situé au cœur de Belleville, était un lieu emblématique du quartier. Avec sa terrasse animée et son intérieur aux murs ornés de photos d'époque, il représentait parfaitement l'âme de ce quartier en constante évolution, à la fois populaire et branché. C'est là que Nicolas Valentin avait donné rendez-vous à Madeleine Leroy. À 19h précise, Madeleine poussa la porte du café. Elle avait troqué sa tenue de travail contre une simple robe bleu marine et un cardigan beige, sa seule concession à l'importance de cette rencontre. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés en un chignon serré, et son visage, dépourvu de maquillage, portait les marques d'une vie de labeur, mais aussi d'une dignité inébranlable. Nicolas Valentin était déjà là, assis à une table, au fond de la salle. Il portait un costume sombre sans cravate et avait devant lui une tasse de café à moitié vide. En voyant entrer Madeleine, il se leva immédiatement et lui fit signe. « Madame Leroy », l'accueillit-il en lui tendant la main. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. » Madeleine serra sa main avec une fermeté qui sembla le surprendre légèrement. « Monsieur Valentin », répondit-elle simplement. Ils s'assirent, face à face, un silence gêné s'installant momentanément entre eux. Un serveur s'approcha et Madeleine commanda un thé. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi j'ai souhaité vous rencontrer », commença Nicolas, une fois le serveur éloigné. « J'ai ma petite idée », répondit Madeleine, son regard, direct et franc, rencontrant celui de l'homme d'affaires. « Cela concerne Manon et votre fils, n'est-ce pas ?» Nicolas acquiesça. « En effet, mais peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez. » Il prit une gorgée de café, cherchant visiblement ses mots. « Madame Leroy, j'ai observé votre petite-fille. Ces dernières semaines, ce qu'elle a créé avec ce club des réparateurs est tout simplement remarquable. » Madeleine haussa légèrement les sourcils, surprise par ce début de conversation. « Manon a toujours été douée pour comprendre et réparer les choses, dit-elle, avec une pointe de fierté dans la voix.
Elle tient ça de son grand-père. Ce n'est pas seulement son habileté technique qui m'impressionne, continua Nicolas. C'est sa capacité à rassembler des enfants d'horizons différents, à leur transmettre sa passion, à créer une véritable communauté d'apprentissage. Le thé de Madeleine arriva, lui donnant un moment pour assimiler ces paroles inattendues. Elle avait anticipé des reproches, peut-être même une demande polie mais ferme de mettre fin à l'amitié entre Manon et Théo. Certainement pas des compliments. « Monsieur Valentin, dit-elle après avoir remercié le serveur, j'apprécie vos paroles, mais j'aimerais comprendre où vous voulez en venir. » Nicolas sourit légèrement, direct et franc comme sa petite fille. « J'ai une proposition à vous faire, ou plutôt à faire à Manon, mais j'ai bien sûr besoin de votre accord en tant que tutrice légale. » Madeleine se raidit imperceptiblement. « Je vous écoute. Je souhaite créer un espace dédié au club des réparateurs, un lieu sécurisé, bien équipé, où les enfants pourraient travailler sur leurs projets sans les limitations actuelles. » Madeleine le regarda avec stupéfaction. « Un espace, vous voulez dire, comme un local ?»« Exactement. J'ai repéré un ancien atelier à quelques rues d'ici, rue Denoyer. Il est spacieux, lumineux et pourrait être rapidement aménagé pour accueillir les activités du club. » Madeleine porta sa tasse à ses lèvres, prenant le temps de réfléchir. L'idée semblait généreuse, mais elle ne pouvait s'empêcher d'être méfiante. « Pourquoi feriez-vous cela, monsieur Valentin? Vous ne connaissez ma petite fille que depuis quelques semaines. » Nicolas posa ses mains à plat sur la table, comme pour souligner la sincérité de ses propos. « Pour plusieurs raisons, Madame Leroy. D'abord, je crois sincèrement au potentiel de ce que Manon a créé. Dans un monde de consommation effrénée, apprendre aux enfants à réparer plutôt qu'à jeter est une démarche qui mérite d'être soutenue. » Il marqua une pause, semblant hésiter avant de continuer. « Ensuite, pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu mon fils aussi épanoui. Théo a toujours été un enfant solitaire, renfermé. Depuis qu'il a rencontré Manon, il s'est transformé. Il parle, il s'enthousiasme, il apprend. Pour cela seul, je serais prêt à financer 10 ateliers. » Madeleine hocha lentement la tête, touchée malgré elle par la sincérité qu'elle percevait dans la voix de Nicolas. « Et quelle serait la contrepartie ?» demanda-t-elle néanmoins. L'expérience lui avait appris que les cadeaux des puissants venaient rarement sans condition. « Aucune, » affirma Nicolas. « Je fournis le local, je finance l'équipement et les matériaux, et les enfants en disposent comme ils l'entendent. Bien sûr, il y aura des règles de sécurité à respecter, et j'insisterai pour qu'un adulte soit toujours présent pendant les séances. Mais en dehors de cela, le club resterait totalement autonome. » Madeleine le dévisagea longuement, cherchant la faille dans ce discours, le piège caché derrière cette générosité apparente. « Vous n'attendez vraiment rien en retour? Pas de publicité pour votre entreprise? Pas de récupération de l'image du club ?» Nicolas sourit, appréciant visiblement cette franchise. « Je comprends votre méfiance, Madame Leroy. Dans mon monde, les actes désintéressés sont rares, je vous l'accorde. Mais parfois, ils existent, néanmoins. » Il se pencha légèrement, en avant baissant la voix comme pour une confidence. « Saviez-vous que j'ai grandi dans une cité HLM à Sarcelles? Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage, comme vous. Ce que j'ai construit, je l'ai fait en partant de rien. Et savez-vous ce qui m'a mis sur cette voie ?» Madeleine secoua la tête, intriguée malgré elle. « Un professeur de technologie qui a cru en moi. Il avait créé un club d'informatique dans notre collège, à une époque où les ordinateurs étaient rares et précieux. Il m'a donné accès à ces machines, m'a appris à programmer, m'a ouvert un monde de possibilités. Sans lui, sans cet espace qu'il avait créé, je serais peut-être encore à Sarcelles, à me demander ce que ma vie aurait pu être. » Il s'interrompit, semblant surpris par sa propre ouverture. Ce n'était pas dans ses habitudes de partager son histoire personnelle, surtout avec une inconnue. Je vois en Manon cette même étincelle que mon professeur a vue en moi. Cette capacité non seulement à comprendre les mécanismes, mais à inspirer les autres. Je ne veux pas laisser ce talent se perdre faute de moyens ou d'opportunités. Madeleine resta silencieuse un long moment, buvant son thé à petites gorgées. La sincérité de Nicolas semblait réelle, et son histoire résonnait avec ses propres espoirs pour Manon. Combien de fois avait-elle regardé sa petite fille s'endormir sur ses croquis et ses projets, se demandant si son intelligence et sa
Créativité aurait jamais la chance de s'épanouir pleinement. Je ne peux pas prendre cette décision seule, dit-elle finalement. Manon doit être consultée. C'est son club, son idée. Bien entendu, approuva Nicolas. Je ne voudrais pas procéder autrement. Si vous êtes d'accord sur le principe, nous pourrions organiser une visite du local avec Manon et Théo ce week-end, voir si l'espace leur convient, discuter de leurs besoins spécifiques. Madeleine acquiesça lentement. Ça me semble raisonnable. Parfait, sourit Nicolas, visiblement soulagé. Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Voici mes coordonnées personnelles. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez la moindre question ou préoccupation. Madeleine prit la carte, la regardant un instant avant de la glisser dans son sac. Une dernière chose, monsieur Valentin. Je connais ce quartier depuis plus de 40 ans. J'ai vu des projets venir et partir, des initiatives démarrer avec enthousiasme puis s'éteindre quand l'intérêt des financeurs diminuait. Si nous nous engageons dans cette aventure, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas un caprice passager de votre part. Nicolas la regarda droit dans les yeux. Je vous donne ma parole, Madame Leroy. Ce projet ira aussi loin que Manon et les autres enfants voudront le porter. Mon soutien ne faiblira pas. Madeleine hocha la tête, acceptant cette promesse pour ce qu'elle valait. Le temps dirait si Nicolas Valentin était un homme de parole. Ils se séparèrent une demi-heure plus tard, après avoir discuté des détails pratiques de la visite prévue pour le samedi suivant. Madeleine rentra chez elle, l'esprit en ébullition, incertaine de savoir si elle venait d'ouvrir une porte merveilleuse pour sa petite fille ou si elle s'était laissée séduire par les paroles d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'elle arriva à l'appartement, Manon l'attendait avec impatience, assise à la table de la cuisine devant un cahier ouvert rempli de croquis. « Alors » demanda-t-elle immédiatement. « Qu'est-ce qu'il voulait » Madeleine posa son sac et s'assit en face de sa petite fille, cherchant les mots justes pour lui expliquer la proposition de Nicolas sans l'influencer indûment. « Monsieur Valentin trouve que ton club des réparateurs est une très bonne idée, » commença-t-elle. « Si bonne qu'il propose de vous fournir un local pour vos activités, un endroit où vous pourriez travailler confortablement avec des outils et du matériel adapté. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent. « Un vrai local, juste pour nous ?»« Oui, un ancien atelier, rue de Noyer. Il propose de l'aménager selon vos besoins. » Manon resta bouche bée un instant, puis son visage s'illumina d'un sourire radieux. « C'est incroyable. On pourrait avoir des établis, des rangements pour les outils, peut-être même un coin pour les pièces détachées qu'on récupère, et on n'aurait plus à craindre la pluie ou le froid. » Son enthousiasme était contagieux, et Madeleine se surprit à sourire malgré ses réserves. « Nous devons visiter l'endroit samedi, » précisa-t-elle. « Rien n'est encore décidé. »« Mais tu es d'accord, n'est-ce pas ?» insista Manon, soudain inquiète. « Tu ne vas pas refuser. » Madeleine soupira. « Je veux d'abord voir ce local et comprendre exactement ce que M. Valentin attend en retour. Il a dit qu'il attendait quelque chose. »« Non, justement. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. Les papas Jean n'offre pas quelque chose pour rien habituellement. » Manon réfléchit un instant. « Peut-être qu'il le fait pour Théo ? Théo m'a dit que son père était content qu'il fasse partie du club. » Madeleine hocha la tête. « C'est ce qu'il m'a dit aussi. Mais nous devons rester prudentes, ma chérie. Les Valentins vivent dans un monde très différent du nôtre. » Les Seissadinig. « Différences n'ont pas d'importance quand on répare des choses ensemble, » répondit Manon avec cette sagesse simple qui la caractérisait. Madeleine sourit tendrement. « Tu as sans doute raison. Allez, raconte-moi plutôt ce que vous avez fait aujourd'hui, toi et ton club. » Pendant que Manon lui narrait avec enthousiasme la réparation réussie du drone de Gabriel, Madeleine l'observait avec un mélange de fierté et d'appréhension. Sa petite fille était en train de vivre quelque chose d'unique, une expérience qui pourrait façonner tout son avenir. Elle priait silencieusement pour que la proposition de Nicolas Valentin soit aussi sincère qu'elle le paraissait. Le lendemain matin, Nicolas convoqua Laurent Mercier dans son bureau à la première heure. Le responsable de sécurité se présenta ponctuellement, comme toujours, un dossier sous le bras. « Alors » demanda Nicolas sans préambule, « comment avance le projet atelier ?» Laurent ouvrit son dossier, révélant des photos, des plans et divers documents. Le propriétaire du local rue de Noyer a accepté notre offre. La signature est prévue en fin de semaine.
Quant aux travaux, j'ai contacté 3 entreprises pour des devis. La plus rapide s'engage à terminer les aménagements de base en 10 jours. Nicolas parcourut rapidement les devis que lui tendait Laurent. Celle-ci, dit-il en désignant l'entreprise la plus chère mais aussi la plus réputée. Je veux que tout soit parfait. Laurent nota la décision sans sourciller. Pour l'équipement, j'ai préparé une liste basée sur mes observations du club et sur des standards d'ateliers pédagogiques. Établis adaptés à différentes tailles, outils de qualité professionnelle mais sécurisés, matériaux divers, composants électroniques. Nicolas parcourut la liste, hochant la tête avec approbation. Ajoutez des ordinateurs, 3 ou 4 postes avec des logiciels de conception et de programmation, et une imprimante 3D. Les enfants adorent ça. Laurent prit note, puis hésita, un instant avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Monsieur, puis-je me permettre une question personnelle ?» Nicolas leva les yeux surpris. « Allez-y, Laurent. Pourquoi investissez-vous autant dans ce projet, je veux dire, au-delà de l'intérêt évident pour votre fils ?» Un léger sourire étira les lèvres de Nicolas. « Vous trouvez que j'en fais trop ?»« Non, monsieur, je trouve cela inhabituel venant de vous. Généralement, vos projets philanthropiques passent par la fondation de l'entreprise, avec toute la visibilité médiatique qui va avec. » Nicolas se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la vue sur Paris qui s'étendait devant lui. « Vous savez, Laurent, j'ai construit Valentin Technologies sur une idée simple, créer des outils qui permettent aux gens de mieux communiquer, de mieux collaborer. Nos logiciels sont utilisés par des millions de personnes chaque jour. » Il se tourna vers son employé. « Mais parfois, je me demande si toute cette technologie rapproche vraiment les gens. Ce que j'ai vu dans ce square de Belleville, ces enfants, travaillant ensemble sur des objets concrets, partageant leurs connaissances, créant quelque chose de leurs mains. C'est ce que j'ai toujours voulu accomplir avec ma technologie, mais de façon bien plus directe et authentique. » Il revint s'asseoir à son bureau. Et puis, il y a Théo, mon fils, qui, pour la première fois de sa vie, semble avoir trouvé sa place, son intérêt, qui rentre à la maison en parlant avec passion de circuits imprimés et de mécanismes, lui qui ne s'enthousiasmait que pour ses jeux vidéo. Ça n'a pas de prix, Laurent, pas de prix du tout. Laurent hocha la tête, comprenant mieux les motivations de son patron. « Je veillerai personnellement à ce que tout soit prêt dans les délais, monsieur. »« Merci, Laurent. Et une dernière chose, pas un mot de tout cela à qui que ce soit à l'extérieur. Je ne veux pas que cette initiative soit associée à Valentin Technologies ou à moi-même. C'est le club des réparateurs. Point final. Laurent. » Acquiesça et prit congé, laissant Nicolas seul avec ses pensées. L'homme d'affaires sortit son téléphone et parcourut les dernières photos que Laurent lui avait envoyées. Manon expliquant patiemment le fonctionnement d'un circuit à Emma, Théo et Sofiane travaillant ensemble sur la structure du drone, le groupe entier célébrant leur succès. Ces images lui procuraient une satisfaction qu'aucun rapport financier, aussi positif soit-il, n'avait jamais pu lui donner. Pendant ce temps, au collège Françoise Dolto, Manon avait du mal à se concentrer sur les cours. L'idée d'un local dédié au club des réparateurs occupait toutes ses pensées. Elle imaginait l'espace, son agencement, tout ce qu'il pourrait y faire. Pendant la récréation, elle partagea la nouvelle avec les autres membres du club qui fréquentaient le même établissement. « Un vrai local ?» s'exclama Sofiane, incrédule. « Tu plaisantes ?»« Non, sourit Manon. Le père de Théo nous l'offre, on va le visiter samedi. »« Mais pourquoi il fait ça ?» demanda Emma méfiante. « Il ne nous connaît même pas. » Théo dit que son père est impressionné par ce qu'on fait, et puis ça rend Théo heureux, alors je suppose que ça lui suffit comme raison. Sofiane siffla d'admiration. Ça doit être cool d'avoir un père qui peut acheter un bâtiment juste parce que son fils a un nouveau hobby. Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix que Manon perçut immédiatement. Le père de Sofiane était au chômage depuis plusieurs mois et sa famille traversait une période difficile. « L'important, c'est ce qu'on va en faire de ce local, dit-elle doucement. Ça reste notre club à tous. Rien ne change à ce niveau-là. » Emma hocha la tête avec enthousiasme. On pourrait même faire plus. Imaginez si on pouvait réparer des choses plus grosses, plus compliquées, ou apprendre à d'autres enfants, ajouta Sofiane, retrouvant son enthousiasme, comme une école de réparation. Exactement, sourit Manon, soulagée de voir que l'annonce était bien accueillie malgré les différences sociales qui auraient pu créer des tensions.
L'idée se répandit rapidement dans l'école, attirant l'attention d'autres élèves qui n'avaient jusqu'alors pas osé approcher le groupe. À la fin de la journée, 3 nouveaux enfants avaient demandé à rejoindre le club des réparateurs. De son côté, Théo vivait une expérience similaire dans son école privée. La nouvelle du local avait filtré, malgré ses efforts pour rester discret, et soudain plusieurs de ses camarades de classe manifestaient un intérêt pour ces activités qu'ils avaient jusque-là considérées avec un mélange de dédain et d'incompréhension. « C'est vrai que ton père achète un bâtiment pour ton club », lui demanda Jules, un garçon avec qui il n'avait jamais vraiment parlé auparavant. « Il ne l'achète pas, corrigea Théo, mal à l'aise. Il le loue pour qu'on ait un endroit où travailler. »« Et vous réparez quoi exactement ?» insista Jules, semblant sincèrement intéressé. « Un peu de tout. Des vélos, des jouets, des appareils électroniques. Tout ce qui peut être réparé plutôt que jeté. »« Ça a l'air cool, » admit Jules. « Je pourrais venir voir un jour ?» Théo fut pris au dépourvu par cette demande. Jusqu'à présent, le club des réparateurs avait été son monde à part, séparé de sa vie scolaire et sociale habituelle. L'idée d'y introduire un camarade de sa classe privée le mettait mal à l'aise. « Il faut que j'en parle aux autres d'abord », répondit-il, évasivement. « C'est une décision collective. » Jules parut déçu mais n'insista pas. Théo resta pensif le reste de la journée, se demandant comment gérer cette nouvelle situation. Le club allait-il changer avec ce local et cet intérêt soudain? Allait-il perdre cette ambiance spéciale, cette camaraderie qui s'était créée naturellement? Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva son père dans le salon, en grande conversation téléphonique. « Oui, tout à fait. Non, pas de logo, pas de nom d'entreprise visible. C'est une initiative indépendante, je veux que ce soit clair. Parfait, merci. » Nicolas raccrocha et se tourna vers son fils. « Ah, Théo, justement, je voulais te parler du local pour le club ?» Théo s'assit en face de son père, une question lui brûlant les lèvres. « Papa, pourquoi tu fais tout ça? Ce n'est qu'un petit club, on n'est que 7 ou 8. » Nicolas observa son fils un moment avant de répondre. « Tu te souviens de cette histoire que je te racontais quand tu étais petit, celle du colibri qui essaie d'éteindre un incendie de forêt en transportant des gouttes d'eau dans son bec ?» Théo acquiesça. C'était l'une des rares histoires que son père lui avait racontées, entre 2 voyages d'affaires. Les autres animaux se moquent de lui, lui disant qu'il ne pourra jamais éteindre l'incendie tout seul. Et le colibri répond. « Je le sais, je fais ma part, » compléta Théo. « Exactement. Ce que vous faites, toi et tes amis, c'est exactement ça. Vous faites votre part dans un monde qui a besoin de changer sa façon de consommer, de jeter, de gaspiller. C'est petit, c'est local, mais c'est important. Et si je peux vous aider à continuer, à grandir, alors je fais aussi ma part. » Théo regarda son père avec un mélange de surprise et d'admiration. Il ne l'avait jamais entendu parler ainsi, avec cette passion tranquille pour une cause qui dépassait les simples considérations commerciales. « Et puis, » ajouta Nicolas avec un sourire, « je n'ai jamais vu mes investissements me rapporter autant. De joie que quand je te vois rentrer à la maison, les mains pleines de cambouis et le visage rayonnant, parce que vous avez réussi à réparer je ne sais quel appareil. » Théo sourit à son tour, touché par ces paroles. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait trouvé un terrain d'entente avec son père, un domaine où ils pouvaient se comprendre et s'apprécier mutuellement. « Merci. »« Papa, » dit-il simplement. « J'espère que les autres vont aimer le local. »« Nous le saurons samedi, » répondit Nicolas. « J'ai hâte de voir leur réaction. » Ce qu'il ne dit pas à son fils, c'est qu'il avait déjà programmé une 2e phase. Pour ce projet, une phase qui pourrait transformer non seulement le club des réparateurs, mais tout le quartier de Belleville. Mais pour l'instant, il gardait cette idée pour lui, attendant de voir comment se déroulerait cette première étape. À quelques rues de là, Manon s'endormait, son carnet de croquis ouvert à côté d'elle, rempli de dessins d'aménagement possibles pour leur futur local. Dans ses rêves, le club des réparateurs prenait vie dans un espace lumineux et accueillant, où des dizaines d'enfants apprenaient à réparer, à créer, à comprendre le monde qui les entourait. Ce qu'elle ignorait, c'est que la réalité allait bientôt dépasser ses rêves les plus ambitieux. Le samedi matin se leva sur un Belleville baigné de soleil printanier. Les terrasses des cafés s'animaient, les étals du marché débordèrent de produits frais, et l'atmosphère était à la détente et à la bonne humeur. Pour Manon, cependant, cette journée était tout sauf ordinaire. Elle s'était réveillée aux aurores, trop excitée pour dormir,
et avait passé les premières heures de la matinée à réviser ses croquis, à noter de nouvelles idées, à imaginer ce que pourrait devenir leur local. À 10 heures précises, la sonnette de l'appartement retentit. Manon bondit de sa chaise, manquant de renverser son bol de chocolat. Sa grand-mère, qui repassait tranquillement une chemise, sourit en voyant son agitation. « Calme-toi, ma puce, ce n'est qu'une visite, pas l'inauguration. » Mais Manon était déjà à la porte, l'ouvrant à la volée pour découvrir Théo et son père sur le palier. Nicolas Valentin, impeccable dans un jean et une chemise décontractée qui avait probablement coûté plus cher que toute la garde-robe de Manon et sa grand-mère réunies, tenait un dossier sous le bras. Théo, lui, semblait presque aussi excité que Manon, bien qu'il essayât de le dissimuler sous une apparence plus posée. « Bonjour Manon », salua Nicolas avec un sourire chaleureux. « Prête pour la grande visite ?» Manon hocha vigoureusement la tête. « Bonjour, monsieur Valentin, bonjour Théo, oui, je suis prête, ma grand-mère arrive. » Madeleine apparut derrière sa petite fille, saluant leur visiteur d'un signe de tête. « Monsieur Valentin, Théo, entrez un instant, le temps que je prenne mon sac. » Ils pénétrèrent dans le petit appartement et Manon remarqua immédiatement le regard de Nicolas qui parcourait l'espace, notant probablement la modestie des lieux, les meubles usés mais soigneusement entretenus, les petites réparations visibles çà et là, témoignage des talents de Manon. « C'est charmant, » dit-il avec une sincérité qui surprit la jeune fille. « C'est petit, mais c'est chez nous, » répondit-elle simplement. Théo, lui, semblait fasciné par les nombreux projets de Manon qui occupaient divers coins de l'appartement. Un vieux radio-réveil en cours de démontage sur la table basse, une lampe au mécanisme exposée près de la fenêtre, des croquis et des plans épinglés sur un panneau de liège au mur. « Tu travailles sur tout ça en même temps ?» demanda-t-il. Impressionné, Manon haussa les épaules. « Ça dépend de mon humeur et des pièces que je trouve. » Madeleine réapparut, son sac à main sous le bras, prêt à partir. « Nous pouvons y aller », annonça-t-elle. Le petit groupe descendit les 6 étages à pied, Nicolas et Madeleine discutant poliment des changements dans le quartier, tandis que Manon et Théo chuchotaient avec animation, partageant leurs idées pour l'aménagement du futur local. « J'ai pensé qu'on pourrait diviser l'espace en zones, » expliquait Manon. « Une pour la mécanique, une pour l'électronique, une pour le stockage des matériaux. Et peut-être un coin pour les ordinateurs, » suggéra Théo, « pour rechercher des informations, des tutoriels, ce genre de choses. »« Excellente idée, » approuva Manon. « Et aussi pour apprendre à programmer. Inès dit que c'est super important. » Ils marchèrent une dizaine de minutes à travers les rues animées de Belleville, Nicolas les guidant avec assurance. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment à la façade en briques rouges, orné de quelques graffitis artistiques caractéristiques du quartier. Une grande porte métallique fermée par un cadenas en barrait l'entrée. « Nous y sommes », annonça Nicolas, sortant une clé de sa poche. L'ancien atelier de sérigraphie du bois, fermé depuis presque un an. Il ouvrit le cadenas puis poussa la lourde porte qui grinça légèrement. Ils pénétrèrent dans un espace vaste et lumineux, grâce à de grandes fenêtres industrielles, qui laissaient entrer des flots de lumière naturelle. L'endroit était poussiéreux, encombré de quelques meubles abandonnés et d'étagères vides, mais son potentiel était immédiatement perceptible. Manon resta bouche bée, tournant sur elle-même pour absorber chaque détail. C'était bien plus grand et plus beau que tout ce qu'elle avait imaginé. L'espace principal faisait environ 100 mètres carrés, avec un plafond haut et des poutres métalliques apparentes. Un escalier en colimaçon, au fond, menait à une mezzanine qui surplombait l'atelier. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Nicolas, observant attentivement sa réaction. « C'est parfait », murmura Manon, submergée par l'émotion. « Je n'avais jamais imaginé quelque chose d'aussi grand. » Théo explorait déjà l'espace, ouvrant des portes, vérifiant les prises électriques, testant la solidité des murs. « Il y a une petite cuisine là-bas » cria-t-il depuis un recoin. « Et des toilettes juste à côté !» Madeleine restait près de l'entrée, visiblement impressionnée mais aussi un peu intimidée par l'ampleur du projet qui se dessinait devant eux. « C'est beaucoup plus grand que ce que j'imaginais, » dit-elle. À Nicolas. « Beaucoup plus ambitieux. » Nicolas sourit. « Le club des réparateurs mérite un espace à la hauteur de ses ambitions, vous ne croyez pas ? Et puis, ils pourront grandir, accueillir plus d'enfants, développer de nouveaux projets. » Déroula un plan sur une vieille table qui traînait encore dans l'atelier.
J'ai fait préparer quelques propositions d'aménagement, mais bien sûr, ce ne sont que des suggestions. Manon et les autres auront le dernier mot. Manon et Théo se précipitèrent pour examiner les plans. Ils montrèrent l'espace divisé en zones fonctionnelles, exactement comme Manon l'avait imaginé. Un coin mécanique avec des établis, un espace électronique avec des postes de travail isolés, une zone de stockage bien organisée, un petit laboratoire informatique et même un coin détente avec des canapés et une bibliothèque. C'est exactement ce que j'avais en tête. S'exclama Manon, stupéfaite de voir ses idées prendre forme si concrètement. Et regarde, ajouta Théo en pointant un détail sur le plan. Il y a même une zone d'exposition pour montrer les projets terminés. Nicolas observait leur enthousiasme, avec satisfaction. Si vous êtes d'accord avec ces grandes lignes, les travaux pourraient commencer dès lundi. L'aménagement de base serait terminé en 10 jours environ. Manon leva des yeux incrédules vers lui. Si vite, mais tout ça doit coûter une fortune. Nicolas balaya cette préoccupation d'un geste de la main. L'important, c'est que ce soit fonctionnel et sécurisé. Pour le reste, je suis sûr que vous saurez l'animer et lui donner une âme. Madeleine s'approcha pour examiner les plans à son tour. Et pour la supervision, des enfants ne peuvent pas être laissés seuls dans qu'un tel espace. J'y ai pensé, acquiesça Nicolas. J'ai contacté une association d'éducation populaire du quartier, les Ateliers de Belleville. Ils sont spécialisés dans l'accompagnement de projets portés par des jeunes. Ils proposent de détacher un animateur qualifié pour superviser les séances, sans intervenir dans votre fonctionnement, bien sûr. Il se tourna vers Manon. Ce serait juste pour les questions de sécurité et d'encadrement légal. Le club resterait entièrement entre vos mains. Manon hocha la tête, comprenant la nécessité de cette présence adulte, même si elle avait secrètement espéré une autonomie totale. Ils passèrent l'heure suivante à explorer chaque recoin de l'atelier, discutant des possibilités, imaginant la disposition des meubles, l'organisation des séances, le fonctionnement quotidien. Manon prenait frénétiquement des notes dans son carnet, dessinant, raturant, ajoutant des idées au fil de l'exploration. À midi, Nicolas proposa d'aller déjeuner dans un petit restaurant du quartier pour continuer la discussion. Installés, autour d'une table sur la terrasse ensoleillée, ils finalisèrent les détails pratiques, horaires d'ouverture, règles de sécurité, équipements nécessaires. Il faudrait organiser une réunion avec tous les membres du club, suggéra Manon. Entre deux bouchées de son croque-monsieur, pour leur montrer les plans et recueillir leurs idées aussi. Excellente idée, approuva Nicolas. Que dirais-tu de demain après-midi? Vous pourriez tous venir visiter le local. Manon acquiesça avec enthousiasme, déjà impatiente de voir les réactions de ses amis. Le repas se termina dans une atmosphère détendue, presque familiale. Même Madeleine semblait avoir baissé sa garde, discutant avec Nicolas de l'histoire du quartier qu'elle connaissait si bien. Théo et Manon, eux, continuaient à échafauder des plans, leur excitation palpable. Alors qu'ils se levaient pour partir, Nicolas remit à Manon une clé du local. « Je te fais confiance pour en prendre soin », dit-il simplement. Cette confiance, inattendue, toucha profondément la jeune fille, qui serra la clé dans son poing comme un trésor précieux. « Merci, monsieur Valentin. Je vous promets qu'on en fera bon usage. » Sur le chemin du retour, Madeleine marchait silencieusement aux côtés de sa petite fille, perdue dans ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter face à l'ampleur que prenait cette aventure, tout en reconnaissant l'opportunité extraordinaire qu'elle représentait pour Manon. « À quoi tu penses, mamie ?» demanda finalement Manon, percevant son trouble. Madeleine sourit faiblement. « Je pense que ta vie est en train de changer, ma puce, et j'espère que ce sera pour le mieux. » Manon serra la main de sa grand-mère. « C'est grâce à toi, tu sais. Tu m'as toujours encouragé à suivre mes passions, même quand on n'avait pas beaucoup de moyens. » Cette simple phrase réchauffa le cœur de Madeleine, apaisant momentanément ses craintes. Le lendemain après-midi, comme convenu, tous les membres du club des réparateurs se retrouvèrent devant l'ancien atelier de sérigraphie. Il y avait maintenant une dizaine d'enfants, les membres originaux ayant été rejoints par de nouveaux venus attirés par la rumeur d'un local dédié. Manon, debout devant la porte, clé en main, ressentait une étrange nervosité. Ce moment marquait un tournant, non seulement pour le club, mais pour elle personnellement. Elle était passée de simple
réparatrice solitaire à responsable d'un projet qui semblait grandir de jour en jour. Bienvenue au futur quartier général du Club des réparateurs, annonça-t-elle en ouvrant solennellement la porte. Les exclamations d'émerveillement et les cris d'enthousiasme qui suivirent confirmèrent que tous partageaient sa vision. Les enfants se dispersèrent immédiatement dans l'espace, explorant, commentant, s'appropriant déjà les lieux par la pensée. Nicolas et Théo arrivèrent peu après, accompagnés d'un jeune homme à l'allure décontractée que Nicolas présenta comme Romain, l'animateur de l'association Les Ateliers de Belleville qui superviserait leurs activités. « Je suis là pour vous aider, pas pour vous diriger », expliqua Romain avec un sourire chaleureux. « Pensez à moi comme à un facilitateur. Je m'occupe de la paperasse et de la sécurité. Vous vous occupez de la créativité et de l'innovation. » Cette approche sembla rassurer les enfants, qui intégrèrent rapidement Romain dans leurs discussions sur l'aménagement et l'organisation du local. Nicolas observait tout cela avec satisfaction, se tenant légèrement en retrait. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Laurent. « Urgence au bureau, besoin de vous immédiatement. » Fronçant les sourcils, il s'excusa auprès de Théo et quitta discrètement les lieux, promettant de revenir plus tard. Pendant ce temps, l'euphorie initiale commençait à laisser place à des discussions plus pratiques et parfois plus tendues. La question de l'organisation et de la prise de décision au sein du club émergeait naturellement, maintenant qu'il disposait d'un espace réel et de ressources conséquentes. « On devrait voter pour chaque décision importante », suggéra Emma. « Comme ça, tout le monde a son mot à dire. » « Mais ça prendrait trop de temps, » objecta Sofiane. « On ne peut pas voter pour chaque petit détail. » « Alors on pourrait avoir un conseil, » proposa Gabriel, « avec des représentants élus. »« C'est compliqué tout ça, » soupira Lucas, le plus jeune. « Avant, on réparait juste des trucs ensemble. » Manon écoutait ces débats avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude. Elle n'avait jamais envisagé que le club devienne une structure aussi formelle. Pour elle, il s'agissait avant tout d'entraide et de partage de connaissances. « Peut-être qu'on pourrait garder les choses simples, » intervint-elle finalement. « Continuer comme avant, mais avec plus d'espace et de moyens. Chacun contribue selon ses compétences et ses envies. » Cette proposition sembla momentanément apaiser les tensions, mais Manon percevait que quelque chose avait changé. L'innocence et la spontanéité des débuts faisaient place à quelque chose de plus structuré, de plus adulte. Une autre source de tension émergea lorsque Jules, le camarade de classe de Théo, arriva à l'improviste, accompagné de 2 autres, élèves de leur école privée. « Théo nous a parlé de votre club », annonça-t-il avec une assurance qui frôlait l'arrogance. « On veut voir ce que vous faites. » Un silence inconfortable s'installa. Les enfants du quartier regardaient ces nouveaux venus avec méfiance, notant leurs vêtements de marque et leurs smartphones dernier cri. « Le club est ouvert à tous », répondit finalement Manon, fidèle à ses principes d'inclusion. « Mais il faut respecter nos règles et notre esprit. » Jules acquiesça, mais son regard évaluateur qui parcourait l'espace semblait dire autre chose. « C'est plutôt cool comme endroit. Mon père pourrait peut-être vous sponsoriser aussi. Il est dans l'immobilier. » Cette remarque suscita des murmures parmi les membres originaux du club. L'idée d'attirer d'autres sponsors, d'autres adultes, d'autres intérêts, ne correspondait pas à la vision initiale. Théo, mal à l'aise entre ces 2 mondes qui se rencontrèrent pour la première fois, tenta de désamorcer la tension. « On n'a pas besoin d'autres sponsors pour l'instant. L'important, c'est ce qu'on fait ici, pas qui finance. » Jules haussa les épaules. « Comme vous voulez. Mais si vous cherchez à grandir, grandir ne veut pas dire devenir une entreprise, » intervint Sofiane un peu sèchement. « On n'est pas là pour faire du profit ou impressionner qui que ce soit. » La tension était palpable, et Manon réalisa que l'arrivée de ce local, de ses moyens, créait des dynamiques qu'elle n'avait pas anticipées. Le club des réparateurs était à la croisée des chemins. Rester fidèle à son esprit originel de partage et de simplicité, ou évoluer vers quelque chose de plus ambitieux, mais peut-être moins authentique. Romain, l'animateur, percevant le malaise, proposa de faire une pause et d'organiser un goûter improvisé. Il sortit de son sac des bouteilles de jus de fruits et des paquets de biscuits qu'il distribua à tous, créant un moment de convivialité qui détendit momentanément l'atmosphère. Pendant ce temps, Nicolas était arrivé en urgence au siège de Valentin Technologies. Laurent l'attendait.
Dans son bureau, l'air grave. « Que se passe-t-il » demanda Nicolas sans préambule. « Une fuite dans la presse » répondit Laurent, lui tendant une tablette. « Le Parisien prépare un article pour demain sur votre projet secret à Belleville. Ils ont des photos, des témoignages d'habitants du quartier, et ils évoquent même vos motivations cachées. » Nicolas parcourut rapidement l'ébauche d'articles que Laurent avait réussi à se procurer. Il fronça les sourcils en lisant les insinuations sur ses supposées intentions de gentrifier le quartier, d'utiliser les enfants comme vitrine pour redorer son image, ou encore de tester de nouvelles technologies sous couvert d'activités caritatives. « C'est absurde, » murmura-t-il. « Qui leur a parlé ?» Laurent secoua la tête. « Impossible à dire avec certitude, mais votre intérêt soudain pour ce quartier, ces enfants, cet atelier, cela a forcément attiré l'attention. » Nicolas se laissa tomber dans son fauteuil, soudain, fatigué. « J'aurais dû m'y attendre. Dans ce monde, rien ne peut rester simple et désintéressé. » Il réfléchit un moment, pesant ses options. Contacter notre service de communication. Qu'ils préparent un communiqué expliquant sobrement le projet, sans emphase ni autopromotion. Insister sur le fait que c'est une initiative personnelle, sans lien avec l'entreprise, et que je souhaite rester en retrait. Laurent acquiesça, et s'apprêtait à sortir quand Nicolas ajouta « Et appelez ce journaliste. Proposez-lui une interview exclusive, mais pas avec moi. Avec Manon et les autres enfants du club, ce sont eux qui doivent être mis en avant, pas moi. » De retour à l'atelier, Nicolas trouva une atmosphère étrangement tendue. Les enfants s'étaient divisés en petits groupes qui discutaient à voix basse, et même Théo semblait préoccupé à l'écart avec Manon. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à son fils en s'approchant. Théo haussa les épaules. Des désaccords sur la direction que devrait prendre le club. Certains veulent que ça reste simple, d'autres veulent en faire quelque chose de plus grand. Nicolas observa la scène, comprenant que son intervention, bien qu'animée des meilleures intentions, avait perturbé l'équilibre fragile du groupe. En offrant ce local ses moyens, il avait involontairement introduit des enjeux de pouvoir, de statut, de direction. « Je dois leur parler », décida-t-il, s'avançant vers le centre de la pièce. « Excusez-moi », dit-il d'une voix forte qui attira immédiatement l'attention de tous. « J'aimerais dire quelques mots, si vous le permettez. » Les enfants se rassemblèrent autour de lui, curieux et un peu intimidés. « Je sens qu'il y a des tensions, des questions sur l'avenir de votre club. C'est normal, et c'est même sain. Tout projet qui grandit passe par ces phases de questionnement. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je veux que vous sachiez une chose. Cet espace est à vous. Pas à moi, pas à des sponsors, pas à des adultes qui voudraient vous dire comment faire. Ah, il est à vous, pour que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites si bien, réparer, créer, partager vos connaissances. » Son regard parcourut les visages attentifs qui l'entouraient. « Je ne suis pas là pour vous dire comment organiser votre club ou quelles décisions prendre. Mon rôle est simplement de vous donner les moyens de réaliser vos propres visions. Et ces visions peuvent être différentes, contradictoires même. C'est à vous de trouver un équilibre qui vous convienne à tous. » Il se tourna vers Manon. « C'est toi qui as commencé cette aventure, Manon. Tu as créé quelque chose de précieux, quelque chose qui a sa propre âme. Ne laisse personne te dire comment ça devrait évoluer. Fais confiance à ton instinct. » Puis vers Théo et ses camarades de l'école privée, « Et vous qui venez d'horizons différents, souvenez-vous que la diversité est une force, pas une menace. Vous avez tous quelque chose à apporter, à condition de respecter l'esprit du lieu. » Ces paroles semblèrent résonner profondément parmi les enfants. Un silence réfléchi s'installa, chacun méditant sur ce qu'il venait d'entendre. « Maintenant, conclut Nicolas, j'ai une dernière nouvelle à partager avec vous. Un journal s'intéresse à votre club et souhaite faire un article à son sujet. Ils aimeraient vous interviewer, voir ce que vous faites, comprendre votre démarche. C'est une opportunité de faire connaître votre travail, mais c'est aussi une responsabilité. Qu'en pensez-vous » Cette annonce déclencha un nouveau flot d'opinions diverses. Certains étaient enthousiastes à l'idée de voir leur club médiatisé, d'autres craignaient que cela n'attire trop d'attention et ne dénature leur projet. « On pourrait voter » suggéra Emma, revenant à sa proposition initiale. Cette fois, l'idée fut accueillie plus favorablement. Manon organisa rapidement un « vote à main levée ». Acceptaient-ils de rencontrer ce journaliste et de parler de leur club? Le résultat fut serré,
Mais la majorité se prononça en faveur de l'interview, à condition que tous les membres puissent s'exprimer et que l'article respecte l'esprit du club. Nicolas observait ce processus démocratique avec une fierté discrète. Ses enfants apprenaient non seulement à réparer des objets, mais aussi à gérer des relations humaines complexes, à prendre des décisions collectives, à naviguer les eaux parfois troubles de la reconnaissance publique. En quittant l'atelier, ce soir-là, Manon se sentait à la fois exaltée et anxieuse. Les événements prenaient une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée quand elle avait commencé à réparer la bicyclette de Théo sous la pluie. Elle se demandait si elle serait à la hauteur de ce qui se profilait, un club en pleine croissance, des attentes multiples, des tensions émergentes et maintenant l'attention des médias. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta devant la vitrine d'un magasin d'électronique, observant son reflet dans la vitre. Elle y vit une jeune fille ordinaire, avec ses taches de rousseur et ses cheveux en bataille, portant un jean usé et un t-shirt trop grand. Mais derrière cette apparence banale, elle sentait une force nouvelle, une responsabilité, une mission qui dépassait sa simple passion pour la mécanique. Elle reprit sa route, serrant dans sa poche la clé de l'atelier, symbole de cette confiance que Nicolas Valentin avait placée en elle. Quoi qu'il arrive dans les jours à venir, elle était déterminée à préserver l'essence de ce qu'elle avait créé. Un lieu où chacun pouvait apprendre, partager, appartenir. L'article du Parisien parut le lundi matin, occupant une pleine page dans la section locale. Le titre, en gros caractères, annonçait « Les petits génies de Belleville », quand la technologie rencontre la solidarité. L'article était illustré de plusieurs photographies. Manon, penchée sur un circuit électronique, le groupe d'enfants réunis devant leur nouvel atelier, et plus discrètement, Nicolas Valentin observant la scène à distance. Dès les premières heures de la matinée, le téléphone de Madeleine ne cessa de sonner. Voisins, amis, connaissances, tous voulaient en savoir plus sur cette soudaine célébrité locale qu'était devenue sa petite fille. Au collège, Manon fut accueillie comme une héroïne, les professeurs eux-mêmes la félicitant pour cette initiative qui mettait en valeur des compétences pratiques souvent négligées par le système éducatif traditionnel. Théo, de son côté, vivait une expérience plus contrastée. Dans son école privée, l'article avait suscité des réactions diverses. Certains professeurs saluaient son engagement social, d'autres s'interrogeaient sur le temps que cette activité lui prenait, au détriment peut-être de ses études. Quant à ses camarades, leurs réactions oscillaient entre admiration sincère et jalousie à peine voilée. « Ton père finance tout ça juste pour te faire plaisir », lui demanda Jules pendant la récréation, un soupçon d'envie dans la voix. « Ce n'est pas pour me faire plaisir », répondit Théo, agacé par cette simplification. « C'est parce qu'il croit en ce projet, en ce que ça peut apporter au quartier. »« Bien, sûr, » ricana un autre garçon, « et le fait que ça lui donne une image de philanthrope n'a rien à voir. » Ces insinuations blessaient Théo plus qu'il ne voulait l'admettre. Il connaissait son père mieux que quiconque et savait que son intérêt pour le club des réparateurs était sincère. Mais les doutes semés par ses camarades s'insinuaient malgré tout dans son esprit, créant un malaise qu'il n'arrivait pas à dissiper complètement. L'après-midi même, le club tenait sa première séance officielle dans le nouvel atelier. Les travaux d'aménagement de base avaient été achevés en un temps record. Les murs fraîchement peints en blanc, le sol recouvert d'un revêtement résistant, l'électricité et la plomberie entièrement révisées. Des établis flambant neufs s'alignaient le long d'un mur, équipés d'outils professionnels soigneusement rangés. Des postes de travail pour l'électronique occupaient un autre coin, avec microscopes, fers à souder et composants divers. Au fond, un petit espace informatique abritait 3 ordinateurs connectés à Internet. Ce qui avait été un rêve quelques jours auparavant était devenu une réalité tangible, presque intimidante dans sa perfection. Les enfants entraient dans l'atelier avec des expressions mêlant émerveillement et légère appréhension, comme s'ils craignaient de ne pas être à la hauteur de ce cadre professionnel. Romain, l'animateur, les accueillit chaleureusement. « Bienvenue dans votre nouveau repère, les réparateurs. Alors, on commence par quoi ?» Cette question simple déclencha un flot de suggestions et d'idées, chacun voulant explorer une partie différente de ce nouvel espace. Manon, sentant la nécessité d'organiser un minimum cette effervescence, proposa une visite guidée,
pour que tous se familiarisent avec les différentes zones et le matériel disponible. Pendant qu'ils faisèrent le tour, suivant les explications enthousiastes de Romain sur le fonctionnement des différents outils, la sonnette de l'entrée retentit. C'était une femme d'une quarantaine d'années, élégamment vêtue, tenant par la main un petit garçon d'environ 6 ans. « Bonjour », dit-elle en s'adressant à Romain. « J'ai lu l'article dans Le Parisien ce matin. Mon fils Léo a un jouet cassé, et je me demandais si vous pourriez peut-être y jeter un coup d'œil. » Romain se tourna vers Manon, lui laissant la décision. La jeune fille hésita un instant. Le club n'avait pas prévu d'accueillir du public si rapidement. Ils étaient encore en train de s'installer. Mais le regard plein d'espoir du petit garçon qui serrait contre lui un robot jouet, visiblement hors d'usage, la fit céder. « Bien. »« Sûr ?» dit-elle avec un sourire. « C'est exactement pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton robot, Léo ?» Le petit garçon s'avança timidement. « Il ne marche plus, et il fait plus de lumière non plus. » Manon s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « On va regarder ça. Tu veux m'aider à le réparer ?» Léo hocha vigoureusement la tête, ses yeux s'illuminant à cette proposition. Manon le guida vers un établi où elle commença à examiner le jouet sous toutes les coutures. Théo les rejoignit, curieux de participer à cette première réparation, officielle dans leur nouvel atelier. « Il faudrait ouvrir le boîtier pour voir ce qui ne va pas à l'intérieur », expliqua Manon à Léo. « Tu es d'accord ?» Le garçon acquiesça solennellement, fasciné par ces grands enfants qui semblaient savoir exactement quoi faire. Pendant qu'il s'affairait sur le robot, la mère de Léo observait la scène avec un mélange de curiosité et d'admiration. « C'est vraiment remarquable ce que vous faites, » dit-elle à Romain. « Des enfants qui réparent au lieu de jeter, qui partagent leurs connaissances, c'est un modèle dont notre société a bien besoin. » Romain sourit, partageant cet enthousiasme. Le mérite revient entièrement à Manon et aux autres. Ils ont créé cette dynamique tout seuls, avant même d'avoir ce local. Et maintenant que vous avez cet espace, quels sont vos projets? La question posée innocemment souleva néanmoins une problématique que Romain n'avait pas anticipée. Quels étaient leurs projets, en effet? Jusqu'à présent, le club avait fonctionné de manière organique, sans plan préétabli, répondant simplement aux besoins qui se présentaient. Mais avec ce local, ces équipements, cette visibilité nouvelle, une forme de structuration devenait peut-être nécessaire. « Nous sommes encore en phase d'organisation », répondit-il prudemment. « Mais l'idée est de développer les activités de réparation, peut-être d'organiser des ateliers thématiques, d'accueillir plus d'enfants. Vous pourriez aussi proposer des formations pour les adultes, » suggéra la femme. « Je serai la première inscrite. J'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnent les appareils que j'utilise quotidiennement. » Cette idée n'avait jamais été évoquée auparavant. Le club des réparateurs avait toujours été une initiative d'enfants pour les enfants. L'ouverture aux adultes représenterait un changement fondamental dans sa nature même. Pendant ce temps, Manon, Théo et Léo avaient réussi à ouvrir le boîtier du robot. Le problème était visible immédiatement. Une pile avait coulé, corrodant les contacts et interrompant le circuit. « Ce n'est pas trop grave », expliqua Manon au petit garçon. « On va nettoyer tout ça, remplacer la pile, et ton robot devrait remarcher. » Elle guida patiemment Léo dans le processus, lui montrant comment nettoyer délicatement les contacts avec un coton-tige imbibé de vinaigre, comment vérifier la continuité du circuit avec un multimètre, comment remplacer la pile en respectant la polarité. Théo observait cette interaction avec admiration. Manon avait un don naturel pour enseigner, pour rendre accessible ce qui semblait complexe. Elle ne faisait pas les choses à la place de Léo, mais le guidait pas à pas, lui permettant de comprendre et d'agir par lui-même. Finalement, après une vingtaine de minutes de travail minutieux, vint le moment de vérité. Léo, les mains tremblantes d'excitation, appuya sur l'interrupteur du robot. Pendant une seconde interminable, rien ne se passa. Puis les yeux du robot s'illuminèrent d'une lueur bleue, et il commença à émettre des sons électroniques avant de se mettre en mouvement sur l'établi. « Il marche! Il marche !» s'écria Léo, sautillant de joie. Son enthousiasme était contagieux. Tous les membres du club s'étaient rassemblés autour de l'établi et applaudissaient ce premier succès dans leur nouveau local. La mère de Léo semblait aussi émerveillée que son fils. « Comment puis-je vous remercier ?» demanda-t-elle à Manon. « Ce n'est rien, » répondit la jeune fille avec un sourire. « C'est ce qu'on fait ici, on répare des choses. » Il
Doit bien y avoir un moyen. Une contribution pour votre club, peut-être? Manon échangea un regard avec Théo et les autres. La question de l'argent n'avait jamais été abordée. Jusqu'à présent, ils avaient réparé par plaisir, par passion, sans jamais demander de compensation. On n'accepte pas d'argent, dit finalement Manon, fidèle à l'esprit initial du club. Mais si vous avez des pièces détachées, des appareils que vous n'utilisez plus, des matériaux qui pourraient être utiles, nous les acceptons volontiers. La femme acquiesça, comprenant et respectant cette philosophie. Je vais voir ce que je peux trouver chez moi, et je parlerai de vous à mes amis si vous êtes d'accord. Bien sûr, sourit Manon, plus on répare, moins on jette. Après le départ de Léo et sa mère, le club reprit son installation, mais l'atmosphère avait changé. Cette première réparation officielle avait créé un précédent, montrant concrètement ce que pourrait être leur activité quotidienne. Et la suggestion concernant les adultes avait ouvert de nouvelles perspectives, suscitant des débats animés parmi les membres. Ce serait cool d'enseigner aussi aux adultes, argumentait Emma. Ils ont souvent encore plus besoin d'apprendre que les enfants. Mais est-ce qu'on aurait assez de temps? Objectait Sofiane. On a déjà l'école, les devoirs, et maintenant le club. Et est-ce que des adultes accepteraient d'apprendre de nous? S'inquiétait Lucas. On n'est que des enfants, après tout. Ces questions restaient en suspens quand, en fin d'après-midi, la porte de l'atelier s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Nicolas Valentin, accompagné d'une femme que personne ne connaissait. « Bonjour à tous », salua Nicolas en entrant. « Je vois que vous avez pris possession des lieux. Tout se passe bien. » Manon et Théo s'approchèrent pour l'accueillir, lui racontant avec enthousiasme leur première réparation et les différentes idées qui avaient émergé au cours de la journée. « Parfait », sourit Nicolas. « Je vous présente Madame Moreau. Elle est conseillère municipale, en charge de l'innovation sociale pour l'arrondissement. » La femme, d'allure stricte mais au regard bienveillant, serra la main de Manon. « Je suis très impressionné par ce que vous avez créé ici. Monsieur Valentin m'a parlé de votre club, et j'ai lu l'article ce matin. Je pense que votre initiative pourrait s'inscrire parfaitement dans notre programme Quartier durable. » Manon jeta un regard interrogateur à Nicolas, qui expliqua. Le programme Quartier durable vise à soutenir des projets locaux qui favorisent le développement durable, l'économie circulaire, la réduction des déchets, exactement ce que vous faites avec le club des réparateurs. La mairie pourrait vous apporter un soutien financier et logistique, poursuivit Madame Moreau. En échange, votre club deviendrait un exemple, un modèle que nous pourrions répliquer dans d'autres quartiers. Cette proposition, tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de nouvelles perspectives, laissa les enfants momentanément sans voix. Devenir un modèle officiel, soutenu par la municipalité, l'idée était aussi exaltante qu'intimidante. Romain, sentant l'importance de cette discussion, suggéra que les enfants en débattent entre eux avant de donner une réponse. Nicolas et Madame Moreau acceptèrent de se retirer dans un coin de l'atelier, laissant le club tenir une sorte de conseil improvisé. « C'est une opportunité incroyable », argumenta Gabriel. « On pourrait avoir encore plus de moyens, toucher plus de monde. » « Mais est-ce qu'on resterait maître de nos décisions ?» s'inquiéta Emma. « Ou est-ce qu'on devrait suivre les directives de la mairie? Et puis, ça ferait beaucoup de responsabilités. » « Que d'un coup, » ajouta Sofiane, « on vient à peine de s'installer ici. » Manon écoutait attentivement toutes ces opinions, consciente que la décision qu'il prendrait aujourd'hui orienterait l'avenir du club de façon significative. Elle se tourna vers Théo, cherchant son avis. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Théo semblait partagé. « Mon père dit toujours qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais je comprends aussi les inquiétudes des autres. Peut-être qu'on pourrait demander plus de détails, voir si on peut négocier certaines conditions ?» Cette suggestion pragmatique fut accueillie favorablement. Manon, désignée porte-parole du groupe, rejoignit Nicolas et Madame Moreau pour leur poser une série de questions précises. Quelle serait exactement la nature du soutien municipal? Quelle contrepartie serait attendue? Le club conserverait-il son autonomie de décision? Comment s'articulerait la relation avec la mairie au quotidien? Madame Moreau répondit avec franchise, reconnaissant que certains aspects devraient être formalisés par une convention, mais insistant sur le fait que l'esprit et l'autonomie du club seraient respectés. « Nous voulons vous soutenir, pas vous contrôler », assura-t-elle. « Votre réussite vient justement de votre liberté, de votre créativité,
Ce serait contre-productif de vous imposer un cadre trop rigide. Après cette discussion, le groupe délibéra, à nouveau. Les opinions restaient partagées, mais une tendance se dégageait en faveur d'une acceptation prudente, assortie de garanties sur leur indépendance. On pourrait peut-être essayer pendant une période test, suggéra Inès toujours pragmatique. 6 mois par exemple, et si ça ne nous convient pas, on arrête. Cette proposition recueillit l'assentiment général. Manon la transmit à Madame Moreau, qui l'accepta sans hésitation. C'est tout à fait raisonnable. Je vais préparer une ébauche de convention que nous pourrons discuter lors de notre prochaine rencontre. Lorsque Nicolas et Madame Moreau quittèrent l'atelier, la journée touchait à sa fin. Les enfants rangèrent soigneusement les outils et le matériel qu'ils avaient utilisé, dans une routine qui s'installait naturellement. Manon, restée un peu en retrait, observait cette scène avec des sentiments mitigés. En l'espace de quelques semaines, son idée simple de réparer des objets cassés s'était transformée en un projet aux multiples ramifications, attirant l'attention des médias, des institutions, créant des attentes qu'elle n'était pas sûre de pouvoir satisfaire. Théo s'approcha d'elle, percevant son trouble. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Manon haussa les épaules. « Je ne sais pas, tout va si vite. Parfois j'ai l'impression que le club m'échappe, qu'il devient quelque chose de différent de ce que j'avais imaginé. » Théo acquiesça, comprenant parfaitement ce sentiment. Mon père dit que c'est normal, que toute idée qui trouve un écho auprès des autres finit par évoluer, par prendre sa propre vie. Et ça ne te dérange pas de voir quelque chose que tu as créé changer, devenir autre chose? Théo réfléchit un moment avant de répondre. Je crois que ça dépend de la direction que ça prend. Si ça reste fidèle à l'esprit d'origine, si ça continue à faire du bien autour de soi, alors c'est une bonne évolution, non? Manon sourit faiblement. Tu as sans doute raison, c'est juste que parfois, j'aimerais revenir à la simplicité du début. Toi, moi, ta bicyclette cassée sous la pluie. On peut toujours faire ça, assura Théo, même avec tout le reste qui se développe autour. L'essence du club, c'est toujours nous qui réparons des choses ensemble. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée de Madeleine, venue chercher sa petite fille. La grand-mère de Manon resta un moment sur le seuil, observant l'atelier avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. « Alors, c'est ça ton nouveau royaume ?» demanda-t-elle à Manon, un sourire tendre aux lèvres. Manon acquiesça, prenant sa grand-mère par la main pour lui faire visiter l'espace. Madeleine écoutait attentivement les explications enthousiastes de sa petite fille, s'arrêtant devant chaque établi, chaque outil, posant des questions pertinentes qui montraient son intérêt sincère. « Et tout ça, c'est grâce à toi », dit-elle finalement, une fierté évidente dans la voix. « Tu as créé quelque chose de spécial, ma chérie. »« Pas toute seule, » corrigea Manon. « C'est un travail d'équipe. Mais c'est toi qui as lancé le mouvement. Sans toi, rien de tout cela n'existerait. » Sur le chemin du retour, Madeleine informa Manon qu'elle avait reçu un appel étrange dans l'après-midi. Une femme qui s'était présentée comme journaliste pour un magazine national voulait faire un portrait de Manon, la jeune prodige de Belleville, qui révolutionne la façon dont les enfants interagissent avec la technologie. « J'ai dit que je devais t'en parler d'abord, » précisa Madeleine. « Mais elle semblait très intéressée par ton histoire, parce que tu as accompli à ton âge. » Manon soupira intérieurement. Encore plus d'attention, encore plus d'attente. Une part d'elle était flattée, bien sûr, mais une autre part craignait que toute cette médiatisation ne finisse par dénaturer ce qui avait commencé comme une passion simple et authentique. « Je ne sais pas, mamie, » dit-elle finalement. « Je ne suis pas sûre de vouloir devenir une sorte de célébrité. Je veux juste réparer des choses, aider les gens. » Madeleine serra doucement la main de sa petite fille. « Je comprends. Tu n'es pas obligée d'accepter. C'est ton histoire, ta vie. Tu as le droit de décider comment tu veux la partager. » Ces paroles réconfortantes apaisèrent momentanément les inquiétudes de Manon. Mais plus tard, allongée dans son lit, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur l'avenir. Le club des réparateurs prenait une ampleur qu'elle n'avait jamais anticipée, créant des attentes, des responsabilités, des défis nouveaux. Était-elle prête à les affronter? Pouvait-elle guider ce projet qui semblait désormais avoir sa propre dynamique? Avec toutes ces questions, tournant dans son esprit, elle finit par s'endormir, son carnet de croquis serré contre elle comme un talisman, un rappel de ce qui l'avait conduite jusqu'ici, sa passion simple et pure pour comprendre, réparer, créer. Pendant ce temps,
Dans l'appartement des Valentins, Nicolas avait une conversation tendue avec Élodie. L'article du Parisien avait suscité des réactions diverses dans leur cercle social et professionnel. Certains admiraient cette initiative philanthropique, d'autres y voyaient une stratégie marketing déguisée, d'autres encore s'interrogeaient sur les véritables motivations de cette implication soudaine dans un quartier populaire. « Tu aurais dû m'en parler avant d'impliquer la mairie », reprochait doucement Élodie. « C'est un niveau d'engagement différent, ça devient politique. » « Ce n'est pas politique », se défendait Nicolas. « C'est juste le soutien logique pour un projet qui correspond parfaitement aux objectifs de la municipalité en matière de développement. Durable, tu sais très bien que tout devient politique quand on atteint une certaine visibilité. Ces enfants, Manon en particulier, vont se retrouver sous les projecteurs. Es-tu sûr que c'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils méritent? Cette question toucha Nicolas plus qu'il ne voulait l'admettre. Avait-il, dans son enthousiasme, dans sa volonté de soutenir ce projet qui le touchait tant, précipité des événements qui pourraient finalement nuire à ceux qu'il voulait aider? « Je crois en eux, dit-il finalement. Je crois en leur capacité à naviguer dans ces eaux plus complexes, et je serai là pour les soutenir, les protéger si nécessaire. » Élodie le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà de ses paroles. « J'espère que tu as raison, parce que ce que tu as lancé ne pourra pas facilement être arrêté. » Dans sa chambre, Théo n'entendait que des bribes de cette conversation, mais il en saisissait l'essentiel. Lui aussi s'interrogeait sur la tournure que prenaient les événements. Le club des réparateurs était devenu bien plus qu'un simple passe-temps, bien plus qu'une activité partagée avec des amis. C'était désormais un projet qui attirait l'attention, qui créait des attentes, qui portait peut-être même des espoirs plus grands que ce que des enfants de leur âge pouvaient raisonnablement assumer. Mais contrairement à Manon, ces nouvelles dimensions ne l'effrayaient pas. Au contraire, il y voyait une opportunité de faire quelque chose de significatif, de laisser une empreinte positive sur le monde. Pour la première fois de sa vie, il se sentait important, utile, capable d'influence. Ce sentiment nouveau et grisant le maintint éveillé tard dans la nuit, imaginant tout ce que le club des réparateurs pourrait devenir, tout ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Ce qu'il ignorait, ce que tous ignoraient, c'est que le lendemain apporterait un défi inattendu, une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement leurs compétences techniques, mais aussi leur cohésion en tant que groupe, leur vision même de ce qu'était le club des réparateurs. Le défi inattendu arriva le lendemain, sous la forme d'un accident. Antoine, un nouveau membre du club âgé de 9 ans, s'était brûlé légèrement avec un fer à souder en essayant de réparer une console de jeu sans supervision adéquate. La blessure était superficielle, mais l'incident avait suffi à déclencher une vague de panique parmi certains parents du quartier. Dès le matin, Manon fut accueillie au collège par des regards différents, des chuchotements sur son passage. Une rumeur se propageait. Le club des réparateurs était dangereux. Des enfants manipulaient des outils sans savoir les utiliser correctement. Un accident grave n'était qu'une question de temps. À la récréation, Sofiane vint la trouver, l'air préoccupé. « Tu as entendu? La mère d'Antoine parle de porter plainte. Elle dit que c'est irresponsable de laisser des enfants manipuler des outils dangereux. »« Mais Romain était là, » protesta Manon. « Et on a toujours été prudent. On a des règles de sécurité. »« Je sais, » soupira Sofiane. « Mais les gens s'affolent. Ma mère m'a même demandé si je voulais vraiment continuer à venir au club. » Cette nouvelle frappa Manon comme un coup physique. Le club qu'elle avait créé, cette communauté de partage et d'apprentissage, était soudain perçu comme une menace. Comment les choses avaient-elles pu déraper aussi vite? Après l'école, elle se rendit directement à l'atelier, où elle trouva Romain en grande discussion avec Laurent, le responsable de sécurité de Valentine Technology. Ils interrompirent leur conversation à son arrivée, mais leur visage grave en disait long. « Que se passe-t-il » demanda Manon sans préambule. Romain soupira. La mère d'Antoine a effectivement déposé une plainte officielle auprès de la mairie. Rien de judiciaire pour l'instant, mais elle exige la fermeture de l'atelier jusqu'à ce qu'une évaluation complète de la sécurité soit réalisée. « Mais c'est injuste !» s'exclama Manon. « Antoine s'est brûlé parce qu'il n'a pas suivi les consignes qu'on lui avait données. Ce n'est pas la faute du club. »« Je sais, » acquiesça Romain, « mais la perception compte autant que la réalité dans ce genre de situation. »
Et malheureusement, l'article du Parisien a attiré beaucoup d'attention sur vous. Attention positive, certes, mais aussi examen minutieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demanda Manon, sentant l'angoisse monter en elle à l'idée que tout ce qu'ils avaient construit puisse s'effondrer si rapidement. Monsieur Valentin est déjà en train d'agir, intervint Laurent. Il a convoqué une réunion d'urgence ce soir avec Madame Moreau de la mairie, les représentants de l'association Les Ateliers de Belleville et quelques parents. Vous êtes tous invités, bien sûr. C'est votre club, après tout. L'après-midi s'écoula dans une atmosphère tendue. Peu d'enfants se présentèrent à l'atelier, beaucoup ayant été temporairement interdits par leurs parents inquiets. Ceux qui vinrent, Théo, Sofiane, Emma, Inès et Gabriel, formaient le noyau dur du club, unis dans leur détermination à défendre ce qu'ils avaient créé. Ils passèrent ces heures à préparer la réunion du soir, rassemblant des preuves de leur sérieux. Les règles de sécurité qu'ils avaient établies, les formations qu'ils avaient suivies avec Romain, les nombreuses réparations réussies sans le moindre incident. Manon insista pour qu'ils documentent également le processus éducatif derrière chaque réparation, montrant que leur démarche n'était pas seulement technique, mais aussi pédagogique. À 19h, l'atelier se remplit progressivement. Nicolas Valentin arriva parmi les premiers, accompagné d'Élodie dont la présence surprit Théo. Madame Moreau suivit peu après, ainsi que plusieurs représentants des ateliers de Belleville. Puis vinrent les parents. Certains clairement hostiles, d'autres plus mesurés, quelques-uns ouvertement favorables au club. Parmi eux se trouvait Madame Roussel, la mère d'Antoine, dont le visage fermé n'annonçait rien de bon. Madeleine fut la dernière à arriver, ayant dû terminer son service chez les Fournier. Elle prit place à côté de sa petite-fille, lui serrant discrètement la main en signe de soutien. Nicolas ouvrit la réunion avec un calme qui contrastait avec la tension ambiante. « Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes ici pour discuter ouvertement de l'incident survenu hier et des préoccupations légitimes qu'il a soulevées concernant la sécurité au sein du club des réparateurs. » Il laissa ensuite la parole à Madame Roussel, qui exprima ses craintes avec une émotion palpable. « Mon fils aurait pu être gravement blessé. Ces enfants manipulent des outils dangereux, des produits chimiques, sans avoir la maturité nécessaire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un accident sérieux ne se produise. » D'autres parents enchérirent, évoquant les risques d'électrocution, de coupure, d'exposition à des substances toxiques. Chaque intervention semblait enfoncer un peu plus le club des réparateurs dans une position intenable. Puis vint le tour de Manon. La jeune fille se leva, les jambes tremblantes, mais la voix ferme. « Je comprends vos inquiétudes, » commença-t-elle. « Personne ne veut qu'un enfant se blesse. C'est précisément pour cela que nous avons établi des règles strictes dès le début. » Elle présenta alors les mesures de sécurité en place, la supervision constante d'un adulte qualifié, l'interdiction formelle d'utiliser certains outils sans formation préalable, les équipements de protection obligatoires, les fiches techniques, pour chaque produit utilisé. Ce qui s'est passé avec Antoine est regrettable, admit-elle. Mais ce n'était pas dû à un manque de précaution de notre part. Il a utilisé un fer à souder sans autorisation, pendant que Romain aidait un autre enfant. Nous avons immédiatement renforcé nos protocoles suite à cet incident. Théo prit le relais, expliquant avec une assurance surprenante pour son âge comment le club avait évolué d'une initiative informelle à une structure plus organisée, justement pour garantir la sécurité de tous. Nous apprenons de nos erreurs, conclut-il. C'est l'essence même de ce que nous faisons ici. Les témoignages des autres enfants suivirent, chacun apportant son éclairage sur ce que le club leur avait apporté. Confiance en soi, compétences techniques, esprit d'équipe, conscience écologique. Emma évoqua même comment les activités du club l'avaient réconcilié avec les mathématiques, désormais perçues comme un outil concret plutôt qu'une abstraction scolaire. Progressivement, l'atmosphère commença à changer. Même les parents les plus sceptiques semblaient touchés par la passion et le sérieux de ces enfants. C'est alors que Nicolas Valentin se leva à nouveau. « J'aimerais partager quelque chose avec vous, » dit-il d'une voix inhabituelle, presque hésitante. « Quelque chose de personnel. » Un silence attentif s'installa dans l'atelier. « Il y a 30 ans, j'étais comme ces enfants, » commença-t-il. « Je vivais dans une cité HLM à Sarcelles. Mes parents travaillaient dur mais gagnaient peu. J'étais fasciné par les ordinateurs.
ces machines mystérieuses qui commençaient tout juste à apparaître. Son regard parcourut l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur son fils qui l'écoutait avec une attention nouvelle.